Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière sur la levée de fonds de Swissborg. Je suis en compagnie de Cyrus, fondateur de Swissborg, président directeur général, également appelé CEO, et fondateur de Swissborg. Je vais annoncer quelques chiffres, on avait déjà fait une vidéo avec Anthony, ton cofondateur, le directeur de la stratégie. J'aimerais rappeler très rapidement les grands chiffres de Swissborg. L'application a été lancée en 2018, fêté les 5 ans en décembre dernier, 700 000 utilisateurs, qu'on appelle également des Swissborgers, 50 millions de dollars de revenus en 2021, présent dans plus de 100 pays, 250 collaborateurs. Swissborg se veut stratégiquement positionné aux portes du Web.3. Aujourd'hui, une valorisation estimée à 500 millions de dollars. L'exchange smart par excellence, avec de nombreuses nouveautés parues en 2022 et bien plus encore probablement dans les prochains mois et prochaines années à venir. L'enjeu: accompagner une adoption massive sur les technologies Web.3, vos ressources, une application fiable, rapide, intuitive et une technologie made in Swissborg, on y reviendra dans cette vidéo, élevée au rang du Skyscanner de la crypto-monnaie. Une vision aujourd'hui très claire et complètement assumée: construire la banque du futur. Cyrus, tu es le CEO de Swissborg. De l'extérieur, tu portes le plus grande part de responsabilité du projet. Bien que les décisions soient les plus souvent prises collectivement, tu présentes le visage de Swissborg, et par cet aspect, peux-tu nous dire qui était Cyrus avant Swissborg? Avais-tu une expérience dans l'investissement? Est-ce que tu avais une expérience dans les crypto-actifs, marché traditionnel, trading, investissement, autres? Et comment as-tu eu l'opportunité de créer Swissborg? Voici l'introduction. Cyrus, c'est à toi. Mille merci pour cette présentation et bonjour à toute la communauté. Ça fait toujours plaisir de pouvoir dialoguer avec la francophonie. Donc, qui suis-je? On va faire même un sort de retour en arrière et d'il y a 40 ans. J'ai presque 40 ans maintenant. Et en fait, je suis d'une famille iranienne-suisse, qui est une famille assez noble. Et après la révolution iranienne, mes parents, ils ont dû partir de l'Iran, tout ça. C'est des diplomates et ils ont un peu tout perdu. Donc, du coup, j'étais pas devenu un nouveau riche comme beaucoup de personnes l'est, mais je suis devenu un nouveau pauvre. Et je suis né dans un nouveau pauvre, avec d'une famille très humble de ce fait-là, et qui a grandi une partie aux États-Unis de mon enfance, après en France, et maintenant ça fait 20 ans que je suis en Suisse. Et toute la quête de ma vie, c'était de redevenir fortuné ou de reconstruire un patrimoine et de comprendre en fait comment devenir vraiment un millionnaire. Et je me suis rendu compte que, après mes études, j'ai étudié en France, dans une école de commerce française, à l'EDEC pour ceux qui connaissent. Et puis, j'étais amené du coup à travailler en finance parce que je voulais vraiment devenir millionnaire. J'ai travaillé en banque privée, en tant que portfolio advisor, je travaille dans différents fonds de hedge funds, je parlais à différents asset managers et pendant une décennie, je me suis dit: «Je vais devenir millionnaire» et en fait, le jour où j'ai réalisé en fait qu'un millionnaire et la fortune et le patrimoine, c'était pas en fait un chiffre basé sur l'argent elle-même. Bien sûr que c'est très important de s'enrichir, mais c'est surtout d'enrichir une communauté et d'enrichir tes expériences avec cette communauté. C'est ça où je me suis rendu compte et je me suis dit: «La vraie valeur d'un millionnaire, c'est d'aider 1 million de personnes». Et donc après cette décennie donc de trading et d'autres dans le marché de TradFi, donc finance traditionnelle, je me suis dit: «Mais comment en fait on peut démocratiser la finance, la rendre la plus intéressante pour tout le monde, la plus ludique dans un sens, la plus juste aussi et comment on peut l'offrir en fait à vraiment à tout le monde?» Et on a regardé différentes technologies avec Anthony Le Sommier, le cofondateur, et puis on n'a jamais vraiment eu l'étincelle qui est venue à nos yeux. On a regardé le crowdfunding, on a regardé RoboAdvisor, le copy trading, on a regardé vraiment plein de différentes nouveaux sortes de business qui peut offrir à monsieur tout le monde, des produits financiers ou des services financiers. Et on s'est dit: «Bah, en fait, on n'arriverait jamais à arriver à notre mission tant qu'il n'y a pas une technologie, une disruption de la banque». Et en 2016, qu'on a vu, la crypto, on avait de la crypto nous-mêmes, mais surtout on a compris en fait ce qu'il y avait derrière Ethereum, donc de comment construire des applications décentralisées et de venir vraiment cette vision de Web3. Là, on a vu la finance décentralisée et là, on a vu une multitude de valeurs que ça allait créer, cette technologie-là, et c'est à ce moment T qu'on s'est dit: «OK,
abandonnons tout ce qu'on fait, mettons-nous à 100 ou à 1000. Antoine est venu vivre chez moi en Suisse et puis, heu et puis on a travaillé, travaillé, travaillé dur pour créer Swissborg, pour créer la version Web3 de Swissborg, pour faire une ICO, donc de créer un jeton, de lever sur un jeton et puis voilà et puis construire les chapitres pour lesquels j'espère qu'on va en parler un peu. Merci infiniment pour ces explications. Nous y sommes, on est là, série A, donc première levée de fonds, hormis l'ICO qui s'était passé en 2018, me semble-t-il, qui vous avait permis de lever 50 millions de dollars. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce que je pense que c'est réellement ce qui nous attend aujourd'hui et ce qu'on attend finalement au sein de la communauté. J'avais vraiment envie de faire une vidéo dédiée sur le private equity, sur la série A de Swissborg et peut-être partager avec vous et avec toi et avec l'ensemble des Swissborgers de la communauté et peut-être de futurs investisseurs. Donc quand on met les pieds en réalité, j'avais vraiment envie de rentrer dans l'hyper détail et apporter un maximum de valeur à la communauté et bien plus encore. On va donc parler private equity. Capital investissement, si vous voulez, c'est capital risque. C'est le mécanisme en fait le plus utilisé chez les business angels pour de l'investissement et généralement ce qu'on appelle les investissements des premières heures. C'est un mode d'investissement dans lequel les investisseurs ou fonds d'investissement utilisent des capitaux et on appelle ça des capital risques. Et c'est pas pour rien qu'on appelle ça des capital risques parce que c'est extrêmement risqué. On connaît dans la crypto des ICO, notre capacité à investir dans des tokens, des projets pré-listing, avec une petite décote généralement, moins 20, moins 30, moins 50%. Après, c'est en fonction de la market cap, en fonction du projet, en fonction du token et comment il est listé. On connaît aussi les launchpads. C'est pas nouveau, mais ça a pris beaucoup d'ampleur pendant tout le bear market. On a connu avec des airdrops, des bonus, du staking fixe, variable. Beaucoup d'échangeurs le proposent, Swissborg également, des loteries également, etc. Plein de choses comme ça. Et en fait, la différence aujourd'hui, elle est de taille. Elle est de taille parce qu'on ne parle pas d'ICO. On ne parle pas de launchpad comme on a pu en fait le comprendre aujourd'hui vis-à-vis de la cryptosphère. On parle de l'investissement et on parle surtout pas de l'investissement dans le token de Swissborg, le CHSB, mais bel et bien du capital de Swissborg en tant que tel. Et en fait, je vais vous donner plusieurs exemples par rapport à ce qui va se passer dans les prochains mois, prochaines années, pour celles et ceux qui souhaiteront en fait participer à cet effort, à cette aventure, à ce projet. Je vais vous donner des exemples concrets en fait du Web.2, puisque aujourd'hui, Cyrus, on parle de Web.3. Je vais vous donner des exemples de boîtes de la Silicon Valley, Uber, Facebook, Spotify, Coinbase, Snapchat, PayPal. Je peux vous en citer peut-être une centaine aujourd'hui comme ça. 90% de la valeur de ces boîtes-là, et je dis bien 90% de la valeur de ces boîtes-là, a déjà été capturée par les investisseurs des premières heures. Ça, c'est quelque chose de capital. Il faut savoir que lorsqu'on introduit une action en bourse, parce qu'on peut acheter soit de Snapchat, on peut acheter de l'Uber, on peut acheter du Facebook aujourd'hui. En réalité, les investisseurs ont déjà fait x5, x10 à minimum lorsqu'il y a une introduction en bourse. Et c'est généralement là où la plus grande partie des investisseurs des premières heures sortent généralement. Et c'est pour ça qu'on voit aussi, on le répète souvent dans les vidéos des rois du marché, des grosses décotes de moins 50, moins 70%. Coinbase en a fait les frais, même si c'était un petit peu différent, c'était une vidéo, mais c'était un petit peu différent. Mais dans l'idée, c'est toujours la même chose. Vous prenez Facebook, ça a perdu 50% lors de son introduction, alors que c'était une belle introduction en 2012. Maintenant, quand on parle de private equity, lorsqu'on parle de capital risque, d'investissement série A, il faut comprendre quelque chose de capital. C'est que des Spotify, des Snapchat, des Facebook, il y en a eu des centaines. Il y en a eu des centaines qui ont levé des fonds. Et il y en a des centaines, malheureusement, qui ne sont pas arrivées au bout de l'aventure. Elles sont tout simplement tombées. Maintenant, Swissborg, c'est pas une simple idée. C'est pas un bout de papier qu'on va dire, voilà, on va créer le Web.3 de demain. Non, c'est un projet qui est bien avancé, créé en 2018, ça tourne bien, vous avez l'habitude d'en parler partout sur YouTube, à la télé, peut-être un petit peu moins, parce que c'est pas encore vraiment démocratisé. Vous semblez avoir les reins réellement solides, belle capitalisation, pas de problème avec ça. Alors cela m'amène à la première question. Première question qui va lancer tout le débat. Et je dis souvent qu'on n'a pas le temps chez les rois. Bon, qu'on a le temps chez les rois. Mais là, finalement, on va peut-être pas avoir le temps chez les rois. Dès lors, Cyrus, est-ce que tu peux pitcher en 2-3 minutes, finalement, en mode un peu start-up, pourquoi potentiellement 5000, 6000 investisseurs potentiels qui regarderont la vidéo d'Irois, et je les remercie, devront investir dans Swissborg. C'est à toi. Ouais, c'est un bon exercice, ça fait longtemps que je pitch plus. Je pense que ce qu'il faut comprendre en fait dans la Web3, c'est une des industries qui va permettre finalement à vraiment rendre roi l'utilisateur. Et jusqu'à aujourd'hui, en fait,
Ce qu'il faut comprendre comment le monde a évolué, c'est qu'aujourd'hui on va tous dire l'or, le pétrole du 21e siècle, c'est pas l'or, c'est pas le pétrole, c'est la data. La data aujourd'hui, on l'a vu avec le Nasdaq et avec l'envolée de la Web 1, la Web 2, que la data, elle est contrôlée finalement par, les acteurs comme Facebook, Google et autres. La Web 3 se dit: «Non, maintenant en fait l'utilisateur va devenir roi et reine» et grâce à cela, on va voir vraiment une loyauté et un tribalisme qui va vivre grâce à ce nouveau ordre de fonctionnement et c'est exactement là-dessus que Swissborg en fait est en train d'investir, en train de créer des protocoles qui permettront en fait de remplacer les banques de demain, de rendre en fait ce que le private banking a fait pour le 1 de la planète ou le 0,1 de la planète, de le donner aux 99 de la planète. Et c'est ça qui est vraiment important en fait, c'est de comprendre que démocratiser en fait la gestion de patrimoine, c'est probablement une des dernières vagues qui va permettre à rééquilibrer le monde. Donc ça, c'est déjà pour comprendre la mission. Ensuite, la deuxième chose qu'il faut comprendre chez Swissborg, tout ce qu'on fait, c'est pour la communauté. Autant l'ICO que les gens ont investi, il y a 5 ans jusqu'à aujourd'hui, ont fait une belle performance. Mais surtout, ils ont eu la possibilité d'acheter un jeton qui leur a permis d'être partisans et fédérer une communauté autour pour leur permettre de voter, leur permettre d'utiliser leur token pour devenir premium et finalement s'enrichir avec ce token-là aussi. Donc c'est ça qui est aussi très important chez Swissborg, c'est pas seulement la mission, c'est cette communauté qui est vraiment grande et super vraiment développée dans la francophonie, ce qui est génial, probablement de nos origines francophones ou pour différentes raisons de proximité ou autres. Et je dirais la troisième raison qui est vraiment importante, c'est que, investir finalement pour le futur de la planète, c'est important, mais d'investir aussi dans une industrie, avec un acteur local qui maîtrise vraiment bien, en fait, cette industrie-là, c'est aussi probablement une très bonne opportunité pour les personnes. Mais je dis toujours la raison pour investir, peu importe ce que vous investissez, du temps, de l'argent, de l'amour, les 3 vont ensemble en général. Il faut investir parce que vous pensez qu'il y aura un profit, donc la société sera profitable, l'investissement sera profitable. De 2, vous investissez parce que vous voulez voir les produits. Vous donnez de l'argent à une société parce que je donne l'argent à Apple parce que j'ai un Apple Watch et que j'aimerais bien finalement, avoir une nouvelle Apple Watch, un nouveau iPhone, peu importe, un nouveau iMac et vous investissez et vous restez dans cet investissement pour la philosophie qui est derrière. Donc par exemple, j'ai des stocks, par exemple Tesla, j'adore le Bitcoin parce qu'il y a cette philosophie de décentralisation. J'adore l'Ethereum parce qu'il y a cette communauté qui est derrière, qui permet de construire l'infrastructure de demain, qui permettra à créer plein d'applications décentralisées. Donc c'est ça les 3 raisons, je dis toujours pour les gens d'investir, c'est d'aligner ces 3 P, le profit, la philosophie, le profit, les produits et la philosophie qui est derrière et je pense que les gens quand ils connaissent ce qu'est Swissborg, ils se rendent compte vite, ben, que c'est clair, c'est une société qui est profitable, qui a fait énormément, sur les 5 dernières années et qu'on était un des rares sociétés à respecter ce qu'on a promis, parce qu'on a créé des produits qui sont assez incroyables, pour permettre d'acheter, déposer vos cryptos, échanger vos cryptos, yielder vos cryptos au meilleur taux avec le meilleur rendement, sans exploser comme Celsius et les autres et finalement pour cette philosophie qui est vraiment de démocratiser et rendre notre communauté la plus prospère possible. Merci pour tout ça, c'est intéressant ce que tu dis, je rebondis tout de suite, parce qu'il y a 2 choses qui sont très frappantes dans ce que tu dis. La première chose, c'est que tout ce que vous faites, c'est pour la communauté, ça se sait, ça se voit, vous ne faites qu'en parler, et j'ai eu tendance à rappeler à Anthony lors de notre précédent échange, qu'on avait fait il y a quelques semaines de ça, ou quelques mois, que vous avez une des communautés les plus fidèles de l'écosystème crypto. Ça, c'est le premier point, c'est un fait. C'est pas une chimère, c'est clairement un fait. La deuxième chose qui est très frappante dans ce que tu dis, c'est que dans tout ton discours, on a vraiment l'impression qu'on est en train de construire quelque chose, mais depuis ses prémices, depuis le début, et je dis souvent dans les rois du Bitcoin qu'on est clairement au début de rien. Et vous partagez cette philosophie. Or, Swissborg, ça a quand même 5 ans. Et 5 ans, c'est quand même pas rien dans la vie d'une startup. On peut prendre plein d'exemples, pour le coup, des startups qui, au bout de 5 ans, n'ont pas fait x1000 ou x10 000. Généralement, c'est des startups qu'on n'accompagne plus ou qu'on suit plus. J'avais une question par rapport à ça, avant de passer à la suite. On a tendance à dire
que les Suisses sont un peu tortus, sont un peu lents, la fameuse tortue suisse. Est-ce que c'est une volonté de construire correctement les choses, de faire correctement le produit, de réfléchir à la vision de façon réfléchie, de façon posée, de prendre le temps? Or, on a l'impression que c'est un peu en dissonance par rapport à ce qu'on observe, nous, sur les marchés financiers. Par rapport alors crypto plutôt, par rapport à la volatilité du marché en tant que tel. Ça va très vite, les projets se créent et perdent de façon extrêmement rapide. Swissborg fait un peu chambre à part. Est-ce que c'était clairement une volonté ou est-ce que, non, demain, ça risquerait d'accélérer? Non, je pense que ça va seulement ralentir, plus on développe, en fait. Parce que plus ton écosystème, plus, en fait, il y a de monde, plus il y a une technologie qui est sous-jacente, plus il y a le force de code qui doit, finalement devenir de plus en plus grand pour finalement arriver à tes besoins. Donc je pense que comme on dit en italien: «Chi va piano va sano, va lontano», et je pense que c'est très important, et je pense pas seulement suisse. Je pense qu'en Europe, en moyenne, on n'est pas super rapide sur prendre des décisions. On est en général des late, comers comme on dit. Donc on arrive souvent en deuxième vague, troisième vague. Donc si vous regardez la crypto, par exemple, en France, c'est un très bon exemple. La crypto en France, c'est arrivé en 2020 à peu près. Bien sûr, il y a la maison du bitcoin, il y avait Ledger et Mmh. plein de sociétés qui étaient avant, mais je parle de la masse d'utilisateurs est venue assez tard. Mais les gens maintenant, grâce à, par exemple, à toi et d'autres personnes, se mettent à fond dedans, et une fois qu'on est imbibé dedans, on va vraiment faire de la recherche et on va pousser la chose, et on va être pas perfectionniste, mais on va vraiment créer un écosystème qui marche très rapidement. En Asie et aux États-Unis, c'est un tout petit peu différent. Tu as plus cette mentalité aux États-Unis d'explosion très rapide, de trading et autres, et tu as l'autre côté, l'Asie qui est en général très, casino, en fait. Et nous, on a toujours voulu filtrer, en fait, ce bruit, et se dire: «Non, mais en fait, en Europe, nous, quand on construit, des autoroutes, des châteaux qui vont durer des millions, des millénaires, des millénaires, des millénaires», et de ce fait-là, peut-être qu'on prend un peu plus de temps. On fait jamais de shortcut, on fait jamais on est en français de shortcut, pardon, et en tout cas, ce qui est bien, c'est que ça paye sur long terme, et on voit les sociétés comme FTX, Celsius et plein d'autres concurrents qui vont juste au contraire, ben, essayer de promettre des rendements ou des produits ou des services qui font aucun sens, et tôt ou tard, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça explose. Et si vous voulez vraiment être dans le wealth management et justement construire son patrimoine, c'est vraiment un jeu de long terme, et ça, on l'a toujours vu, on l'a toujours compris. C'est pas, tu peux pas faire si tu gagnes vite, tu vas perdre vite. En général, c'est aussi rapide que ça. C'est assez logique la terre, la vie, et voilà, nous, on a voulu vraiment, bien au contraire, se dire: «Ben, peut-être qu'on va prendre du temps sur quelques réflexions, peut-être qu'on va peut-être pas toujours être mis en avant sur tout ce qu'on fait, mais on va toujours le faire de façon la plus simple et la plus sécure en même temps pour, amener à construire, en fait, le patrimoine de monsieur tout le monde, ouais. Et d'ici peu, finalement, la plus concertée, puisque la Ouais. Serie A sert aussi à ça, c'est d'ouvrir le capital pour pouvoir apporter une nouvelle gouvernance, ou en tout cas des nouvelles décisions. Il y aura leur mot à dire par rapport aux investisseurs 100%. demain, de façon complètement logique et complètement normale. Et ça vient à une autre question très intéressante. Peut-être un game changer, c'est arrivé il y a quelques jours de cela, c'est la valorisation dynamique de Swissborg. J'aimerais absolument qu'on en parle. En fait, est-ce que tu peux très rapidement nous rappeler en fait le mécanisme de ces valorisations dynamiques et en quoi cela était une excellente nouvelle en fait pour l'ensemble des investisseurs qui sont déjà dans la partie et potentiellement les investisseurs potentiels. Donc pour rappeler les gens, en gros, une société détient en général, ben, au capital, elle a au capital un minimum requirement qui est en Suisse 50 000 balles ou 100 000 balles, et ensuite la valorisation de la société va évoluer en fonction de quel a été déterminé le dernier round. Le round d'investissement qui est en général seed, série A, série B, série C, série D. Jusqu'à présent, en fait, il y avait que les actionnaires qui c'était en fait les employés de Swissborg. Donc on n'avait pas vraiment de valorisation. L'année dernière, il y a des sociétés qui voulaient nous racheter, hein, qui voulaient nous racheter à 800 millions, qui voulaient nous racheter à 1,2 milliard. Il y a eu jusqu'à 1,5 milliard des volontés d'investisseurs qui voulaient investir, et en gros, avec Swissborg, on s'est dit: «Maintenant, on veut vraiment que la communauté fasse partie,
de notre société pour vraiment avoir un alignement, pour avoir nos utilisateurs qui deviennent pas seulement token holders, mais partenaires et du coup vraiment créer un rapprochement et un alignement avec nos utilisateurs et notre communauté. Et de ce fait-là, on a dit: «On va faire un crowdfunding». À partir de là, on a dit: «Ben, on doit trouver une valorisation». Donc on est allé voir les Big Four, EY, différentes méthodes de valorisation. Et la plupart des sociétés qui ont fait ça ont dit: «On a une valorisation entre 300 et 600». Voilà, c'était ça à peu près, on va dire en gros. Du coup, on s'est dit: «Ben, OK, on va probablement faire un private round qui sera à 400 millions. Après le public round sera à 500 millions. Comme ça, on est à peu près au milieu de ces 300-600 millions ou 350-550, je crois, c'était à peu près. Et au courant, en fait, de la public sale, donc le crowdfunding, il y a pas mal de personnes qui se sont dit: «Ah, mais cette valorisation, comment elle t'a faite? Comment elle t'a faite? Comment elle t'a faite?» La DIBA, elle était basée là-dessus, mais c'est pas un lead, pas un investisseur lead qui en général, ce qui est le traditionnel qui dirait: «Votre valorisation est un tel» et les gens follow derrière. Et de ce fait-là, on s'est dit: «OK, on va essayer de faire quelque chose le plus juste possible, quelque chose où vraiment chaque investisseur, chaque partenaire ait le meilleur deal». On s'est dit: «Bon, on va venir avec une valorisation dynamique qui est basée, c'est-à-dire c'est peu importe de ce qu'on lève, on va donner les 9,53 de la boîte». Donc si on levait par exemple 10 balles, non 100 parce que le ticket le minimum c'est C'est 100, ça. Mmh. 100 francs, bah, la personne aurait réussi à avoir, 9 9,53 de la société. Comme on était assez confiant aussi, puis on avait déjà levé quelque chose, on se dit: «Non, on va faire, voilà, on va faire entre 0 et 500». Donc si on lève 44 millions d'ici le 31 mars, la valorisation sera de 500 millions, ce qui est fair parce qu'on aura levé, ben, la totalité. Si on lève moins, ben, la valorisation sera moins. Donc si on est par exemple, on lève 22 millions, bah, la valorisation sera 250 millions. Et ce qui est bien de cela, c'est que chaque personne, ben, qui a investi, bah, aura 2 fois plus, de shares que ce qu'il aurait voulu et 2 fois plus, il pourra potentiellement, bah, au prochain round gagner bien plus, par rapport à ça. Donc c'est vraiment l'optique, c'est de rendre ce dynamique, rendre le côté un peu innovant et en même temps ludique, en même temps. Donc les gens, ils savent pas vraiment. Ils veulent acheter des shares, mais c'est un peu une sorte de Dutch auction dans un sens. De 2, ça permet, bah, d'avoir vraiment le meilleur deal et de déterminer quelque chose le plus juste possible. Et numéro 3, ça permet en fait d'être sûr, en tout cas donner beaucoup plus de chance à nos utilisateurs de se dire: «Bon, ben, voilà, ils ont levé, la moitié ou le 3/4, ils sont à 400 millions de valorisation. Est-ce que 400 millions c'est bien?» Bah, probablement par rapport au prochain round, sachant que même si Coinbase, tu as raison, hein, c'est une société qui est différente. Je crois qu'à l'IPO, ils étaient à 80 milliards, 80 milliards de valorisation, donc C'est monté quasiment à 100 absolument et là c'est descendu à 8, 12. 8 ou Ouais, 10, ouais, je sais plus, ouais. absolument. Après, il y a toujours ce marché qui est irrationnel, qui t'aime et qui te déteste. Donc j'imagine la valorisation, elle doit être entre les 2. Mais voilà, ça permet en tout cas faire, un move qui est encore une fois démocratiser la gestion de patrimoine pour tout le monde et pour encore une fois, ben, que nos les burgers, les Swiss burgers qui sont vraiment, fidèles et qui nous suivent depuis 5 ans, mais ceux qui nous suivent aussi depuis peut-être seulement 5 jours, peuvent profiter à acheter, pour la première fois, bah, des actions Swissborg et en espérant, ben, que ces actions valeront bien plus que notre valorisation aujourd'hui, notre série A, dans lequel personnellement je suis assez confortable de dire que le futur est brillant comme mon frère dit toujours. C'est intéressant ce que tu dis parce que finalement, encore une fois, c'est toujours dans cette philosophie, dans cette politique de faire intervenir l'intégralité de la communauté. En somme, la réelle valorisation de la boîte, c'est même plus Swissborg qui va la déterminer parce qu'il y a une multitude de possibilités pour pouvoir valoriser une boîte, hein. Vous prenez les EBITDA, vous prenez le chiffre d'affaires, vous prenez le nombre d'utilisateurs, vous prenez les KPI du revenu de chaque utilisateur. D'ailleurs, je vais te poser une question par rapport à ça. Et généralement, vous arrivez à un point entre 300 millions, 600 millions, et quand on est en plein bull run, peut-être 1 milliard, 1 milliard 5, 2 milliards, jusqu'à le dépassement complètement rationnel de tout ce qu'on peut voir, mais ça revient sur une logique qu'on a l'habitude d'entendre en fait sur les différents réseaux, c'est que Swissborg se fait pour et avec la communauté, donc un petit peu, on pourrait presque dire qu'aujourd'hui la valorisation de la boîte, sur cette série A bien évidemment, est faite par la communauté. Je trouve ça d'ailleurs plutôt noble. Et ça me fait d'ailleurs penser à une question qui est très intéressante, puisque
ceux qui y sont et ceux qui vont y être demain auront peut-être de belles opportunités, on ira un peu plus dans le détail avant, mais on a quand même l'habitude de revenir par rapport à ce qu'on connaît déjà. Et ce qu'on connaît, c'est les banques, et les banques plutôt traditionnelles. Puisque aujourd'hui, Swissborg l'assume, l'objectif est de devenir la banque du futur. Moi, je vais être tout à fait honnête, je suis pas un très bon client pour Swissborg. J'ai quelques milliers d'euros sur l'application, j'ai un peu de SHSB, j'ai un petit peu de tokens, j'ai pris les thématiques également, donc on peut imaginer un mode de dollar cost average, grosso modo, je fais une dizaine de transactions par mois, grand maximum. Si je reprends un petit peu les frais qu'on peut calculer en fait de façon assez facile, si on prend la moyenne du panier moyen d'un Swiss Burger entre 500 et 800 euros, on peut imaginer plein de choses qu'on peut retrouver et essayer de recouper sur Internet. J'aime beaucoup faire ce type d'analyse fondamentale. Je vais pas l'expliquer ici, mais c'est à peu près ce que je vais représenter. Moi, je suis un client entre guillemets normal. Je vais me mettre dans la moyenne. Je rapporte à peu près 150 dollars par an. Or, si on prend en fait les banques traditionnelles, Société Générale, BNP Paribas, on peut prendre plein d'autres banques, pas les fintech, mais plutôt les banques aujourd'hui solides et plutôt traditionnelles, en dur si tu veux, on l'estime à 500 euros à peu près par an et par client ou par utilisateur. Dès lors, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'est-ce qui va être mis en place par Swissborg après cette levée de fonds pour pouvoir augmenter ces fameuses KPI, pour pouvoir augmenter le revenu. On peut aussi parler de revenus d'équipement. Dans les banques, on parle beaucoup de revenus d'équipement, avec des assurances, avec des livrets A, avec plein de choses. On comprend que la thématique un peu de Swissborg, c'est de faire ça. C'est comment je vais dire ça, de sublimer les produits bancaires en mode Web.3. Et je sais pas si je suis dans la bonne direction, mais c'est ce que je ressens et c'est ce que je vois en tant qu'utilisateur, si tu veux. Qu'est-ce qu'on fait en fait et qu'est-ce que va faire Swissborg dans les prochains mois, prochaines années pour pouvoir augmenter ces KPI-là? Ouais, bah, je pense que c'est une super question. Donc, 2021 qui était une superbe année, 2022 qui était une année plus complexe. On peut en fait, diviser les recettes des revenus par 3 différentes activités. Il y a la création de jetons et la vente de ces jetons, donc comment on est né. Et 2021, c'est une année aussi dans laquelle on a vendu un certain nombre de tokens. Donc on a fait 80 millions, 80 millions, 82 millions de revenus et on a fait 40 millions de profits après taxe. Donc c'était une année incroyable, 2021. L'année dernière, on a fait 24 millions de revenus, je crois on a perdu 5 ou 6 millions, je crois, en tout. Parce qu'il y a pas eu de vente de tokens, une partie et puis la deuxième activité qui est due aux transactions. Donc chaque fois, il y a une transaction qui est faite sur Swissborg, en gros, ce qui se passe, Swissborg, gagne en fonction de votre premium tiers, gagne 0 sur quelques premiums jusqu'à 1 pour ceux qui ne sont pas premium. Les transactions, c'est achat-vente et dépôt, on gagne rien, mais sur les bon, on gagne pas grand-chose sur les retours non plus parce qu'en fait, on paye plutôt les frais de blockchain. Donc c'est surtout sur le trading qu'on gagne. Donc ça, c'est la deuxième partie des revenus, et la troisième partie, c'est sur le yield, maintenant sur les thématiques. Donc c'est soit des performance fees, soit des sortes de management fees qui sont un peu différents. Donc l'idée de Swissborg, c'est de toujours avoir ces 3 différentes sources de revenus, d'accord? Donc vraiment, encore une fois, token, trading et wealth management, on va dire. Et ça sera toujours, je pense, le layer de business. Ce qu'on veut vraiment pousser maintenant chez Swissborg, c'est automatiser beaucoup le trading pour permettre de faire plus on va dire, de revenus sur tout ce qui est gestion, hein. Donc, c'est là où vraiment, Swissborg veut se baser, veut offrir. À terme, on arrive à avoir des mandats dans lesquels les personnes pourront être assistées à avoir, leur portefeuille qui sera géré ou autogéré ou partiellement géré. C'est un peu là-dedans dans lequel on se vise en termes de produits. Donc ça, c'est un peu pour bien comprendre d'où viennent nos revenus, c'est environ ça. On pourra toujours créer des nouveaux tokens. On a toujours une trésorerie de CHSB aussi. Ça, c'est toujours on pourra toujours faire des NFT ou ainsi de suite. Donc il y a toujours une possibilité là-dessus finalement de créer pas de créer des CHSB en plus, hein, juste pour être clair, mais de créer différents tokens. Donc il y a cette possibilité. Le trading, en bull market, on le voit cette semaine ou la semaine dernière, dès qu'il y a le prix, qui s'apprécie, il y a beaucoup plus de revenus qui sont gérés là-dessus. Et puis la dernière partie qui devrait nous couvrir notre totalité, c'est là qu'on veut vraiment arriver. C'est-à-dire, on aimerait avoir un cost-based où en fait tout ce qui est wealth management soit nous permet de, payer un peu,
si vous voulez, bah, la base de tous les salaires et des coûts et tout le trading et tous les revenus dus à des tokens, ce soit les années gros bonus qui nous permettront de faire, réinvestir dans la technologie ou potentiellement racheter des sociétés si besoin. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on se base et je pense que l'idée, c'est de continuer de plus en plus, comme je dis, d'automatiser. Je pense en termes de vision, alors je sais pas si là, c'est vraiment le but de parler de la vision, mais ce qu'on veut vraiment aussi faire, c'est de devenir l'acteur de référence dans la Web3. Je vais pas rentrer trop dans les détails, mais aujourd'hui, en fait, la raison pour laquelle il y a si peu d'acteurs sur les applications de Web3, c'est quand même très difficile d'avoir son propre MetaMask, aller en DeFi, aller aux différents jeux, de faire tout ce qu'il en est, en fait, si vous devez gérer votre propre MetaMask. Le but de Swissborg, c'est potentiellement de remplacer ce MetaMask-là et d'avoir avec son compte Swissborg un portail qui vous permettrait de gérer en fait tout votre argent en CeFi, mais de gérer votre activité, votre identité en DeFi ou en Web3. Et c'est ça dans lequel on va vraiment plus s'investir de plus en plus et essayer de devenir cette référence d'identité Web3 dans lequel je vais arrêter d'en parler là parce que je n'ai pas encore parlé au sein des employés Swissborg et la communauté, mais c'est là-dessus on va partir, ouais. Ça me fait penser à ça fait penser à la question suivante, finalement, qu'est-ce qui pourrait arriver dans les 5 prochaines années qui n'existe pas aujourd'hui chez Swissborg? Et Anthony avait pris le temps d'y répondre, mais tu viens d'y répondre, d'ailleurs tu nous as potentiellement donné une exclue, donc je te remercie. N'allons pas plus loin, puisque c'est pas l'enjeu, mais en tout cas tu nous as déjà donné pas mal d'éléments assez intéressants. L'idée, c'est d'essayer de trouver, alors moi ça me fait penser à ça, c'est de trouver le juste milieu, un peu l'hybridation entre la finance traditionnelle et le Web.3 pour éventuellement essayer de capter ce qu'on appelle un peu les bons pères de famille, les personnes qui aujourd'hui sont encore un petit peu en dehors du train, voire ne connaissent même pas le train, et d'essayer de les embarquer d'un point de vue la plus sécurisée possible, la plus facile possible, la plus smart possible, et c'est un petit peu ce que je comprends dans ce que tu viens de dire. Si je peux me permettre là-dessus, j'en ai une qui est pas mal. Donc à peu près chaque mois, on a un cohort, donc un faible pourcentage de personnes qui vient sur notre plateforme et ils sont à peu près genre entre 50 et 100 personnes tous les mois à peu près. Et la moitié d'eux déposent la totalité dépose des euros, dépose des francs suisses, des sterling, peu importe, leur monnaie locale. Ensuite, ils achètent des bitcoins, des ethers, peu importe, des support tokens. Et la moitié d'eux vont dans le DeFi, donc ils yieldent leurs différents tokens. Tu sais quel âge ils ont ces personnes? Bah, je pense que c'est pas énorme. Je dirais la moyenne de la communauté des rois, je dirais 42 ans. Donc ouais, ils ont entre 80 ans et plus. Ok. Et 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 au début, quand moi j'ai vu ces statistiques, je fais: «Ah merde, putain, il y a probablement des pauvres gens qui se font hacker leur identité et puis je sais pas, peut-être qu'il y a un nouveau moyen de passer à travers le truc». On est un peu stressé là-dessus. Donc l'équipe de fraude, elle contacté ces personnes, mais moi j'ai contacté moi-même. Parce que je dis: «Non, non, moi je veux vraiment voir ça de moi-même». Et puis j'ai contacté ces personnes, donc des Français, des Anglais, et vraiment, hein, des gens qui sont vraiment, vraiment, vraiment âgés, donc 80 ans et plus. Et je leur dis: «Bah, voilà, je suis fondateur de Swissborg, je vous appelle, je peux savoir est-ce que vous avez un compte chez nous?» Et ils disent: «Oui, oui, j'ai un compte chez vous, mais c'est sympa que le fondateur m'appelle». Je dis: «Mais qu'est-ce que c'est? J'ai un problème». Je dis: «Non, non, vous avez pas un problème, mais est-ce que c'est vous qui avez acheté les Ethers et les Swissborg tokens?» «Oui, oui, pourquoi?» J'ai dit: «Bah, c'est vos enfants qui vous ont demandé de faire ça?» Ils disent: «Mais non, mais pas du tout, mes enfants, ils comprennent rien à la crypto, c'est mes petits-enfants. Ils veulent hériter de crypto et ils en ont marre d'avoir des actions Novartis ou peu importe». Et de ce fait-là, en fait, ils m'ont installé l'application, mais c'est moi-même qui a su les acheter, ils m'ont appris tout ça. Et je pense que c'est ça la grosse mission de Swissborg aussi, c'est de comment arriver à l'adoption de masse en créant des produits qui sont, encore une fois, très simples à utiliser, très ergonomiques, un bon UX et aussi de permettre d'avoir un langage qui donne la sécurité, qui donne la confiance, en fait, à toutes les générations. Et ça, c'est quelque chose, dans lequel on fait vraiment beaucoup d'efforts. Après, c'est clair, il y a encore beaucoup de travail à faire, et il y a énormément de choses à faire dans l'application qui vont évoluer pour donner une meilleure expérience, ouais. C'est vraiment intéressant parce que ça suit en fait votre fil d'Ariane de pouvoir en fait investir des sommes cohérentes
dans la quête de créer un patrimoine sur le long terme. Donc c'est pas en fait, c'est toute la philosophie autour de ça. J'ai souvent tendance à dire ça dans les projets, dans les petites startups dans lesquelles je regarde pour éventuellement y poser quelques billes. C'est pour quelle raison en fait tu fais ça. Et quand on pose la raison, c'est quoi la raison? Et en fait, souvent, on s'aperçoit que c'est pour de mauvaises raisons. Mmh. Et en fait, réellement, la finalité de la vision de la boîte, elle se sent dès les premières heures. Donc ça m'étonne pas, je revois un petit peu ces mêmes codes, si tu veux, de mes expériences Ouais. passées, et c'est quelque chose que je connais, et c'est quelque chose qui ne me surprend pas, même si ça peut être toujours assez surprenant. Cinquième question, Cyrus. Ça, c'est une belle question. On va faire une distinction entre le Launchpad et la Syria de Swissborg, parce que c'est une notion qui est peu abordée en fait sur Internet. En tout cas, on essaie de l'aborder, mais parfois on n'y comprend pas trop quelque chose. C'est quoi le Launchpad? C'est quoi la Syria? C'est quoi une levée de fonds, etc. Je vais reprendre un exemple pour bien différencier les deux. Le Launchpad, chez Swissborg, et tu peux éventuellement reprendre après si jamais je me trompe, mais j'ai à peu près, c'est ce que j'ai compris, si tu veux, de mes précédentes recherches. Le Launchpad, en fait, c'est le produit de Swissborg. Swissborg a créé un produit qui s'appelle le Launchpad. La Série A, c'est le service offert à la communauté. Un exemple concret, un exemple tout simple, je vais prendre iPhone. iPhone, c'est le hardware. Ici, on va plutôt parler d'une application ou d'une solution d'hébergement d'application qui s'appelle iOS. Apple, iOS, ça c'est assez facile. Et bien en fait, il faut comprendre que iOS c'est le Launchpad. Et les applications comme Facebook, Snapchat, WhatsApp, etc., bah, c'est le service. En somme, si le Launchpad c'est le produit et la série A c'est le service, on va se poser une question qui est extrêmement simple. Série A de Swissborg, c'est le premier-né de ce produit ou de cet applicatif. En somme, est-ce qu'on peut espérer, dans le futur, des dizaines, voire des centaines de projets blockchain, NFT, crypto français? Combien? À quel rythme? Est-ce qu'aujourd'hui, vous réfléchissez déjà à l'industrialiser? Combien vous pouvez en sortir par an? Combien vous pouvez en sortir par mois? Est-ce que ça va venir très rapidement? Est-ce que le test, j'espère, se conclura par une réussite par rapport à cette série A? Parce qu'il faut bien comprendre, et j'insiste très fortement là-dessus, pour que tout le monde, toute la communauté, et moi le premier, comprenne bien, c'est que le Launchpad de Swissborg, c'est la première étape d'une infinité de série A, si vous voulez, qui se passera, mais pas de Swissborg, de plein d'autres projets, j'imagine, liés au Web.3. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus vis-à-vis de ça, surtout par rapport à l'industrialisation de ce Launchpad, qui est, enfin, c'est presque unique dans le monde en réalité? Ouais, merci beaucoup. Ben, comme on est né d'une ICO, pour nous, c'était vraiment une logique, et puis, on a toujours voulu se dire que tout le monde recherche de l'argent au départ et après les gens recherchent des partenaires et ceux qui se trompent au départ, en général, ils sortent de leur start-up et ils recréent d'autres start-up par la suite et cette fois, ils recherchent des partenaires. Je pense que c'est en tout cas souvent le l'exemple que j'ai eu avec beaucoup de conversations et je pense que le but de Swissborg, c'est d'essayer de faire la même chose pour d'autres sociétés qui sont pas forcément Web3. Alors oui, on est déjà en pourparlers avec, bon, bah, c'est vrai que les 3 on a le plus avancé, ils sont les Web3, dans l'infrastructure, dans les jeux vidéo, et dans les jeux vidéo de nouveau, en fait, ouais. Donc 2 jeux vidéo et puis, 3e, c'est l'infrastructure, mais qui ont des grosses communautés. Donc c'est vraiment ça que nous on cherche, c'est de pouvoir, finalement donner le Graal à la communauté et pour être 100 transparent avec la communauté, par exemple, une des communautés que j'adorerais plus avoir, j'en ai déjà parlé, je sais que je sais pas si ça se fera un jour ou pas, mais d'avoir, potentiellement, Epic Games, d'avoir, je sais pas, PSG, tu vois? Naughty Des Dog, par vraiment des exemple. Naughty Dog qui revient pas mal avec la nouvelle série de The Last of Us, qui mmh. est parue sur Prime. En fait, tu recherches plutôt en fait, tu deviendrais presque peut-être demain un studio, finalement, de jeux vidéo. À l'image de Microsoft, à l'image de Sony, à l'image d'autres choses. Un peu le studio qui rachète tout et qui produit en masse au travers le Web.3. Ça peut être une idée ou une vision que tu as Alors pu c'est aborder? c'est une superbe idée que j'ai pas vraiment envisagée, mais c'est en fait, c'est comment rendre l'investissement, qui a un but réel derrière, qui pas seulement le profit, mais c'est de comprendre le produit et s'adosser avec la philosophie qui est derrière et la communauté qui en suit. Parce que c'est comme ça en fait c'est pour ça que je parle toujours des 3 P, des 3 P, des 3 P.
ce profit, produit, philosophie, il est vraiment important et le fait que, par exemple, un jeu vidéo Last of Us aujourd'hui qui est détenu par des seulement des investisseurs externes qui jouent pas aux jeux vidéo, ils comprennent rien au jeu et ou potentiellement ils comprennent, mais ils sont pas aussi connaisseurs que en fait les joueurs eux-mêmes et si tes actionnaires deviennent tes utilisateurs, alors vraiment tu crées une économie web 3. Parce que le bitcoin, il y a aucune différence entre un utilisateur et un investisseur, c'est la même chose et en fait, le monde devrait avoir la même chose. C'est très souvent, il y a des personnes autour de moi qui me disent: «Ah ouais, l'année dernière, j'étais bon, hein, j'ai réussi à faire 15 sur mon portefeuille». OK, bah 15 sur une année aussi compliquée, bah ouais. Tu as investi dans quoi? Dans que du pétrole ou des pétroliers? Je dis: «Bah, moi, personnellement, je touche pas de pétrolier parce que le pétrolier, moi, ça me dérange». C'est des groupes dans lesquels ça pollue le monde, mais aussi, surtout derrière, il y a plein de guerres et on le voit aujourd'hui, qui sont à cause du pétrole. Donc de ce fait-là, moi, je touche pas le pétrole et je pense que l'identité à travers la Web3, étant donné qu'elle sera on-chain, on va voir de plus en plus, en fait, les portefeuilles de chaque personne ou en tout cas, soi-même, on ne pourra pas se mentir. Et donc le but de créer ces identités, de revenir parce que le patrimoine de chaque personne aujourd'hui, c'est l'identité, d'accord? Avec la data. Demain, je pense les sociétés les plus successful qui sont réussiront le mieux sont toutes de base de communauté et on le voit même avec Tesla, par exemple, c'est une des seules sociétés de voitures qui aujourd'hui a un PI qui, je sais pas, a 50 fois plus que n'importe quelle autre voiture. Parce qu'il y a une communauté derrière de plein de personnes comme moi qui ont une Tesla, qui kiffent, Tesla, leurs produits, mais qui apprécient aussi énormément leur philosophie et pareil pour ce qui est Web3, toutes les cryptos, c'est un peu similaire et je pense que les sociétés qui seront aussi très profitables et qui auront, un gros backing de leurs utilisateurs sont ceux qui seront des utilisateurs et des investisseurs et demain, n'importe quelle société qui est non cotée, qui a une forte communauté comme, Patagonia ou, je sais pas, Decathlon à fond la forme, je sais qu'il y a beaucoup de francophones ici. Bah, moi, j'adorais avoir des actions Decathlon. Moi, si je pouvais acheter Decathlon, je l'achèterais tout de suite parce que j'ai vu cette société grandir, comme ils ont démocratisé le sport, comme ils ont réussi à me rendre heureux à travers leurs produits. Je serais vraiment heureux d'être détenteur de leurs actions et peut-être, si on va vraiment plus loin, peut-être qu'en détenant les actions, on peut les mettre dans un vault et chaque mois, tu peux minter des NFT et ces NFT pourront te donner le droit à faire quelque chose par la suite. Je sais pas, aller, voir Elon Musk, ou découvrir dans ta voiture que tu as une nouvelle fonction, sur ta nouvelle Tesla et ainsi de suite, quoi. Donc c'est ça où le moi je pense où le monde va aller, c'est créer une identité digitale et dans lequel on commence à acheter et investir, ben, des tokens, des actions, peu importe, qui permettront à te dire: «Oui, moi j'investis dans cette société-là, dans ce token-là, parce que j'y crois». Parce que je veux voir le nouveau produit évoluer et parce que la communauté et la philosophie, dont laquelle fait partie, elle est incroyable et c'est celle que je veux que mon patrimoine détermine mon propre futur. Merci beaucoup pour en fait, tu as répondu à 2 questions indirectement entre, investisseurs, entre guillemets «joueurs», players, investisseurs, donc qui prennent part même à la production de richesse au travers le jeu ou au travers le projet en tant que tel et le deuxième, c'est au travers de la communauté. Apple, par exemple, depuis, de très nombreuses années, a réussi à pour moi, je pense que c'est Apple qui aujourd'hui détient la plus grande communauté mondiale. En somme, 100%. parier contre Apple, c'est compliqué. Ça peut être une boîte C'est con. survalorisée, etc. Mais ce qui est Ouais, super intéressant, c'est si on compare Apple dans les GAFAM vis-à-vis de Facebook, Facebook s'est littéralement effondré. Dans le même cas de figure, relativement survalorisé par rapport à ses rendements, par rapport à ses revenus, ça faisait 1 milliard, un peu plus d'1 milliard par trimestre, etc. Mais il est vrai que la communauté, entre guillemets, Facebook, bah, on n'irait pas le défendre. Je prends la même chose pour Amazon. Parce que beaucoup de FUD, parce que beaucoup ouais, d'informations ça c'est un peut-être très bon erronées. exemple, ouais, Et en fait, on prend toutes vraiment. ces GAFAM, et en réalité, il y en a peut-être que 2 qui sortent du lot. Hein, c'est Tesla, mais il faut aussi avoir les reins relativement bien solides pour résister à la fluctuation et aux humeurs de Elon Musk, même si
On peut avoir tout et son contraire en termes d'avis. Et côté Apple, c'est un petit peu la sécurité, le bon père de famille. Et aujourd'hui, de plus en plus de voix s'élèvent pour dire que c'est une boîte qui est 2 voire 3 fois survalorisée. Mais on prend rarement en considération la communauté derrière. En somme, je pense que 80% des personnes qui détiennent un iPhone, si on sait que Apple est en difficulté, seraient prêts à acheter 200 ou 300 $ plus cher leur iPhone. Je ne pense pas que si Amazon est en difficulté, on serait capable de payer 2 ou 3 fois plus cher les frais de port, par exemple. Ou 2 à 3 fois plus cher son Prime Video. Ou 2 à 3, etc., etc., etc. Et c'est vrai que cette notion de redistribution des cartes au travers des communautés et des investisseurs utilisateurs, c'est ce qu'on appelle dans la communauté des rois, on avait fait ce travail-là lors d'un live, entre l'émergence des ruptures technologiques, notamment de la digitalisation des usages dans les années 2000. On l'a vu, cette digitalisation. On a fait quelques raccourcis qui sont pour moi erronés vis-à-vis de l'uberisation des usages. Pour moi, l'uberisation, ce n'est pas une rupture technologique, c'est un business model, ce qui est complètement différent. Et là, on approche de la tokenisation des usages. Demain, tout ne sera que NFT. Demain, tout sera tokenisé. C'est la vision que j'ai, et c'est la vision, indirectement, je ne suis pas du tout objectif en disant ça, mais que je retrouve dans Swissborg, et dans le projet Swissborg. 100%, ouais. Non, Voilà c'est pourquoi. clair. Et là où ça rejoint à 100% ce que tu disais, c'est marrant que tu parlais d'Apple parce que j'ai toujours eu ça dans mon speech, mais je l'ai perdu à quelques années, ouais. Mais pourtant, la communauté est toujours là, et c'est clair que j'en fais partie et puis j'ai tout Apple, hein. Mais c'est vrai que c'est un super bon exemple. Là où ça devient encore plus intéressant, c'est que pas seulement on détermine son identité digitale par rapport à ce qu'on va investir, mais en fait, on va être rewardé en fonction des attributs qu'on a. On sait que, par exemple, alors, pour les avions, moi, c'est pas vraiment le cas. J'ai toujours volé en économie. De ce fait-là, ben, mes miles, ça sert un peu à rien. J'ai l'impression que les miles, c'est vraiment bien quand tu fais beaucoup de business et là, tu peux refaire du business pas cher, tout ça. Du coup, c'est vrai que là-dessus, Absolument. je suis pas vraiment bon, mais je sais qu'en tout cas, demain, les plateformes, ben, de Web3 qui vont rewarder les personnes parce qu'ils utilisent ces plateformes-là, ben, ça renforce encore plus et encore plus la fidélisation, la loyauté qui va se faire à travers les applications Web3, et c'est la raison pour laquelle on va voir de plus en plus potentiellement des Twitter ou des Lens protocol avec Lenster ou autre gagner des parts de marché assez importants. Parce que pas seulement on crée son identité, la data ça appartient à soi-même, mais aussi le fait de gagner ces tokens, le plus on utilise ces plateformes. Donc du coup, ça va créer cet engouement qui est encore plus fort, et là-dessus, ouais, je suis 1000% d'accord, sur ce que tu parlais des communautés et du côté tribal, en fait, de la société. Parce qu'il y a quand même une perte d'identité dans les pays, une perte d'identité dans la politique et une perte d'identité dans la religion, et du coup, en fait, on peut pas non plus perdre son statut, on peut pas perdre son identité. On doit la retrouver quelque part, mais on va la retrouver dans différentes autres communautés, et ces communautés, ben, dans la Web3 existent déjà, et on sait que la crypto, c'est pas la religion, mais c'est très spirituel, et ça, les personnes qui sont dans la crypto pour un certain moment et qui comprennent les gens qui sont dans la crypto, potentiellement, au départ, tu viens pour le pognon, pour faire de l'argent. Après, tu comprends le produit, tu es intéressé par la technologie. Mais en général, si ça fait, quelques années que tu es dedans, c'est cette philosophie, cette transformation de société qui te permet de dire: «Ben, voilà, crypto winter, c'est pas grave. C'est on va construire, on va arriver au printemps, on arrive au prochain été, c'est pas grave. Bah, si ça arrive tous les 3 ans, que c'est 4 ans, c'est 5 ans, c'est pas grave. Ça va faire mal pendant 1 an, 2 ans. Tu vas prendre sur toi-même et tu sais que derrière, il y a une philosophie qui est tellement belle qui qui te donne le sourire tous les jours pour, ouais, battre des ailes, quoi. C'est l'idée de rester, c'est de tenir, de pas capituler. C'est très cyclique et c'est d'ailleurs très rassurant de voir encore une fois que ça se reproduit. En parlant de cyclicité, en parlant de bear market, c'est pas comme si on l'avait vu arriver 3 fois précédemment et qu'on est toujours aussi surpris lorsqu'il arrive, puisque on a cette fâcheuse tendance à penser que c'est toujours différent. Alors, ce n'est jamais différent. On va passer à une petite question qui est beaucoup revenue lors de tes échanges avec différents influenceurs, et je pense que je vais poser cette question, mais je vais surtout y répondre à cette question, et je te demanderai d'y répondre peut-être d'un point de vue un tout petit peu différent. La question qui fâche un peu, c'est pourquoi avoir investi au pire... pourquoi avoir
proposer d'investir dans ta boîte au pire moment du bear market. Ça revient en boucle, ça revient de façon cyclique, voire automatique dans tes conversations. Je vais y répondre à cette question et je vais remettre tout de suite les choses dans leur contexte. Je vais me mettre un peu dans la peau d'un investisseur start-upper et j'ai envie de créer une start-up et je vais vous dire en fait ce que j'attends en tant que créateur de projet, créateur d'une start-up. Lever de l'argent et avoir besoin de lever de l'argent, en fait, c'est tout le temps. Une boîte qui se lance, des porteurs de projets, ont tout le temps besoin de lever de l'argent, à chaque instant. 3 raisons différentes. Première raison, toujours accélérer plus vite. Investir dans le produit, investir dans les équipes, pas de problème avec ça. Deuxième raison, rayonner, exister par rapport aux concurrents, par rapport à d'autres mastodontes qui vont plus vite, plus fort, avec plus de moyens. L'objectif, c'est d'exister, de rayonner, grosse dépense marketing. Et la troisième chose, qui est, je pense, capitale, c'est de garantir la viabilité du projet. En somme, la trésorerie. Une boîte n'aura jamais assez de trésorerie. Ça, c'est les 3 piliers, les 3 raisons pour lesquelles une boîte a tout le temps besoin de lever de l'argent. Je vais aller encore plus loin pour essayer de remettre dans une idéologie terre-à-terre de l'investisseur start-upper. Une boîte, dans les 5 premières années, qui se respecte et qui a une croissance violente, lève en moyenne 5 fois en 5 ans. Généralement, on connaît les 3 fois. Je prends des exemples très simples. Lydia, par exemple, qui vient d'annoncer il y a quelques jours une nouvelle levée de fonds de 100 millions de dollars. Il avait levé il y a 1 an et demi en arrière 72 millions et un petit peu avant sur une première série, pas loin de 20 millions ou 30 millions, je ne me rappelle pas. Partez du principe que lorsqu'on connaît les levées de fonds, ils ont déjà levé des fonds auprès de capital risqueurs. Des business angels qui sont là pour poser 150 000 ou 250 000 balles. Vous avez d'ailleurs une émission qui est plutôt bien faite, qui veut être mon associé, qui passe sur M6 tous les mercredis. En fait, vous comprenez que ce sont des boîtes qui ont peut-être une très belle vision et qui ont besoin de pas beaucoup d'argent. Généralement, elles lèvent 150 000, 180 000 dollars. Et puis après, derrière, si ça marche bien, dans les 2 ans, dans les 3 ans, la croissance est violente. On prendra Tids, par exemple, avec Anthony, mais pas l'Anthony de Swissborg, un autre Anthony. Et il a en fait pas mal d'interviews dans ce sens-là pour dire qu'il a levé beaucoup d'argent, alors qu'il a levé de l'argent, alors qu'il n'en avait pas besoin. Et ça permet en fait de remettre ces 3 piliers dans le contexte. Je vais aller un tout petit peu plus loin par rapport à ce besoin de trésorerie. Je vais vous donner un exemple très concret que beaucoup connaissent, et surtout beaucoup de francophones connaissent. Il y a Marc Simoncini, le patron de Mythique, je le fais de tête parce que c'est quelque chose qui m'avait marqué profondément, a vendu sa boîte 300 millions de dollars. Il faut savoir que 3 mois avant d'avoir vendu sa boîte 300 millions de dollars, il n'avait plus de quoi payer les salaires 2 mois plus tard. Il n'y avait plus de cash dans la boîte. 2 mois plus tard, il vend 300 millions de dollars, les salaires ont bien évidemment été payés. Un autre exemple très concret, Magic Leap. Vous devez peut-être connaître, ça a été une success story phénoménale dans les années 2010. Ils ont levé plus de 2 milliards de dollars. C'est quoi Magic Leap? En fait, vous allez me dire, je connais pas. C'est normal, vous connaissez pas, c'est passé un petit peu sous les radars, mais c'est un petit peu comme EOS dans la crypto-monnaie qui ont levé pas moins de 2 milliards de dollars. Ça a été le plus gros ICO de tous les temps en 2017, c'était EOS. Et c'est un petit peu pareil, en fait, si vous voulez, Magic Leap, puisque il était au bord de la faillite et ils ont relevé en 2020 350 millions de dollars. Parce qu'ils avaient besoin de thunes, ils ont tout cramé et ils ont viré 70% des salariés. En fait, on ne sait pas de quoi est fait l'avenir. Donc, c'est mieux d'avoir l'argent sur notre compte en banque. Si vous parlez à des porteurs de projets ou des start-upers et des mecs qui réussissent, c'est mieux d'avoir l'argent dans notre compte en banque plutôt que dans la poche de l'investisseur. S'il est d'accord pour investir, allons-y. Maintenant, on ne va pas revenir par rapport à ce qu'on a dit juste avant, vis-à-vis de un peu la philosophie et pourquoi la communauté, on refait les trucs avec la communauté. Je trouvais ça très très intéressant. D'ailleurs, juste avant de passer la parole, je pense que c'est le bon moment d'en parler. Je vais faire un peu un monologue, mais honnêtement, je pense que c'est vraiment important. Pourquoi je vais investir, moi, personnellement, dans Swissborg? Je vais vous le dire de façon extrêmement franche. Je vais essayer d'être le plus objectif possible, même si ça peut probablement être difficile. Première raison. En fait, il y a un risque que Swissborg, et je dis bien un risque, que Swissborg devienne un leader européen dans les 5 prochaines années. S'il y a un risque que le Swissborg devienne un leader européen dans les 5 prochaines années, c'est quand même dommage de ne pas y être alors qu'on écoute aujourd'hui les rois du Bitcoin. Et on est devant ce truc-là, on est en plein bear market, Bitcoin il tend tant bien que mal à passer les 20 000 dollars. Donc la valorisation de la boîte aujourd'hui, qui a été revue potentiellement à la baisse, et peut-être qu'il sera revu à la baisse, ça doit être considéré comme une opportunité, et non pas comme une défiance, et non pas comme une difficulté ou une faiblesse. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison. Swissborg, c'est pas un exchange de boursicoteurs.
On en a parlé juste au début de cette vidéo. On parlait aux États-Unis, c'est plutôt des méga boules, to the moon, x1000, x10 000. Et en Asie, c'est plutôt des casinotiers, plutôt des gamblers. En fait, en Europe, il est parfaitement dans sa cible. On n'est ni des gamblers, ni des casinotiers. On joue pas en fait au casino en investissant dans les technologies aujourd'hui blockchain, et surtout pas quand on décide de bloquer un capital dans une entreprise pour laquelle on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir revoir notre argent. Et ça, j'en parlerai juste après. C'est super important. Swissborg, c'est clairement l'exchange des baby-boomers. C'est eux qui vont accompagner partout en Europe l'adoption de masse. Je le dis, je le répète, on est 3% sur cette planète à détenir des crypto-monnaies. L'adoption de masse n'est pas arrivée. On est au début de rien. Et ça revient à dire que c'est un excellent moment, idéologiquement. Ça pourrait être une autre boîte, mais partez du principe que si vous avez la possibilité d'investir dans ce type de projet qui aujourd'hui ont prouvé qu'il y avait des reins solides, je pense que c'est pas une mauvaise solution, bien évidemment. La troisième, c'est purement idéologique. Il y a 2 façons de voir les opportunités en crypto. 2 façons. Et ça, c'est une décision que nous devons prendre avec un N majuscule de façon extrêmement sérieuse. La première, c'est de spéculer sur tel ou tel projet en mode casino. Et c'est ce qu'on fait. On ne va pas se mentir. On mise sur un projet, Basic Attention Token, je peux vous en parler de plein, Atom Cosmos, on peut aller chercher tout le fondamental que vous voulez. Derrière, on n'a aucune certitude, en réalité, que ces projets en particulier surperforment le marché et existent encore dans 5 ou 10 ans. Ça, c'est clairement la visibilité ou, si vous voulez, l'idéologie d'investir pour spéculer sur des crypto-actifs dans des projets qui ne seront peut-être plus là dans 10 ans. La deuxième façon d'investir dans les cryptos, ou dans l'écosystème, dans le monde des projets blockchain, c'est pas d'investir dans les tokens indirectement, mais c'est d'investir dans l'écosystème dans son ensemble, de façon globalement. En somme, si vous investissez aujourd'hui dans Swissborg, et ça peut être n'importe quoi d'autre, mais aujourd'hui Swissborg donne la possibilité, donc, et on est là pour en parler, il donne pas la possibilité d'investir dans Atom Cosmos, c'est pas vrai. Il demande pas ou il propose pas d'investir dans Secret, dans Cosmos ou dans Ethereum ou dans Polkadot, non. En fait, aujourd'hui, il promet de pouvoir participer à l'écosystème tout entier. Pourquoi ? Parce que si Atom Cosmos meurt demain, si Polkadot meurt demain, si Secret Network meurt demain, si Basic Attention Token meurt demain, et Swissborg a une 50aine de tokens, mais Swissborg sera encore là demain. Ils remplaceront tout simplement les allocations, il rééquilibrera par rapport aux thématiques qui ont été données. Tout simplement. Je vais aller un tout petit peu plus loin. Dès lors, pour moi, la bonne stratégie d'investissement, c'est d'aujourd'hui se forcer, et d'ailleurs c'est peut-être un peu plus facile aujourd'hui qu'hier, c'est de décrocher une partie du capital d'investissement qui est actuellement dans nos cryptoactifs préférés. En somme, vous vendez 1% de toutes les cryptos que vous détenez. Ça peut être une thématique, je ferai pas ça, moi je ferai plutôt Bitcoin. Donc je vais décrocher du Bitcoin pour l'investir directement dans Swissborg. Je ne vais pas ajouter de l'argent frais, je vais décrocher une partie de mon capital, moins de 1% de mon capital, bien évidemment, toujours avec une gestion du risque, et advienne que pourra. Ça, c'est une méthodologie, une gestion du risque rationnelle pour investir dans l'écosystème, et non pas dans un projet crypto à part entière. En fait, ici, on va devenir holder long terme. Et d'ailleurs, je vais dire encore pire, on va devenir holder très long terme pour celles et ceux qui y sont et qui souhaitent en fait aller dans cette aventure-là. Et il faut savoir que vous avez que 3 possibilités pour sortir. Parce que quand on investit des actions, malheureusement, on les investit, on les lock, en fait, pendant un temps indéterminé. Finalement. 3 possibilités pour sortir. La première, c'est une nouvelle levée de fonds. Si on fait une série B, ou si Swissborg décide de faire une série B, à ce moment-là, vous pouvez éventuellement bénéficier de l'entrée de nouveaux capitaux pour pouvoir sortir les vôtres avec une plus-value. Première solution, sur une nouvelle valorisation de la boîte. Actuellement estimée à 500 millions de dollars, peut-être que demain ce sera 3 milliards ou 4 milliards de dollars et vous faites votre quota, tout simplement. Deuxième possibilité, introduction en bourse. C'est ce qu'on voit, on le répète, ce qu'on a vu au début de la vidéo, 90% de la valeur est capturée par les investisseurs des premières heures. Ici, c'est ce qu'on serait en réalité avec un S majuscule. Troisième possibilité, le rachat de l'entreprise Swissborg. C'est le rachat par un concurrent. Et des concurrents, il y en a. Et des beaucoup plus gros que Swissborg. Sachez-le. Si demain Binance souhaite pénétrer le marché Swissborg ou, je ne sais pas, un échangeur américain ou Coinbase veut pénétrer de façon frontale le marché européen, si Swissborg tend à s'apprécier, à ce moment-là, on aura notre mot à dire pour dire oui, moi je suis d'accord pour revendre à Coinbase. On est actionnaire, on sera actionnaire demain, donc on aura bien sûr notre mot à dire. Pas majoritaire, certes, mais on aura bien sûr notre mot à dire.
Troisième possible, ou on peut être racheté par Elon Musk. On parlait tout à l'heure d'Elon Musk, qui serait bien capable de poser quelques milliards et de survaloriser la boîte, et puis il y a des montants qu'on ne peut pas refuser. Pour celles et ceux qui connaissent un petit peu le monde des startups, c'est toujours pareil. Il y a des valorisations et des survalorisations qu'on ne peut pas, bien évidemment, refuser. Ça, c'est ça, c'est la version cartésienne. Ça, c'est la version mécanique. Ça, c'est la version terre-à-terre. Moi, je sais que Cyrus, il a une version un petit peu différente, pas par rapport à la valorisation. Je me suis un petit peu perdu peut-être dans ce que je vous ai dit, mais plutôt par rapport au timing. Et si finalement, en fait, cette question-là, c'était pas une question de timing, mais plutôt une question de feeling. Ouais, je pense que c'est Vincent, c'était vraiment intéressant d'écouter, c'est génial et merci beaucoup pour ta confiance et tout ce que tu dis. On est assez humble, chez Swissborg, donc c'est toujours un peu difficile de se parler à soi de aussi bien, donc merci. Je pense que je vais la prochaine fois, si quelqu'un veut savoir s'il va investir ou pas, je vais juste prendre ce moment de cette vidéo et je vais l'envoyer, directement à la personne. Une autre partie, c'est que là, Anthony, juste avant, on avait un talk dessus et puis, moi, j'ai pas été 100 briefé sur le produit, mais en fait, on va organiser, en fait, probablement, je peux pas tout dire ce qu'il en est, mais on va organiser des chambres où, des personnes pourront s'acheter et vendre, l'action Swissborg, en fait, dans l'application et probablement ça sera animé d'une façon, donc ce sera pas un order book, tout ça, juste pour être clair, hein. Faut pas acheter et vendre dès le lendemain, ce n'est pas le cas. De toute façon, si vous investissez dans une série A, ça veut dire que vous prenez le risque et vous prenez surtout le risque sur le temps en général. Mais on va probablement faire quand même entre 2 un moyen où les gens pourront s'échanger, les shares, les actions de Swissborg. Pour revenir sur ouais, le feeling, bah, tout arrive pour différentes raisons. C'est toujours difficile de comprendre pourquoi. Moi, ça a toujours été mon rêve numéro un, c'était de toujours fédérer une communauté et de donner la plus grande valeur à la communauté. Bon, en 2017, on se disait que le token serait toujours la valeur et plus on allait dans le temps, plus on se rendait compte à travers des venture capital, à travers des différentes banques qui voulaient nous racheter et ainsi de suite. C'était le token, ça leur intéressait, mais la société leur intéressait aussi, voire plus parfois. Et du coup, on s'est dit: «Bah, en fait, clair qu'il y a de la valeur dans la société et donc du coup, bah, faut l'offrir cette valeur». Le launchpad, on voulait potentiellement le faire en 2022 et puis après on n'a pas su le faire. Début 2022, non, fin 2021, on avait dit en 2022, on lancera le launchpad et probablement on ferait notre série à travers le launchpad. Ça a été déprioritisé pour différentes raisons, je me rappelle pas vraiment pour être honnête. Je me rappelle d'être au meeting, mais je me rappelle pas pourquoi. Peu importe. C'était les thématiques qu'on voulait pousser, voilà, on voulait absolument pousser les thématiques et les thématiques a pris beaucoup plus de temps que prévu. Et et hem et donc du coup, ben, ce qui s'est passé, alors c'est vrai que c'est un moment T vraiment bizarre. On pensait pas du tout qu'FTX allait arriver, hein, juste pour être clair, hein. Nous, on voulait faire on pensait que le marché allait être un peu moins bordélique que FTX, que quand FTX est venu, au mois de novembre. Hem, j Tout arrive pour une raison. Est-ce que c'est le moyen de fédérer une communauté? Oui. Est-ce que c'est un moyen de donner de la valeur à la communauté? Oui. Ensuite, est-ce que c'est un bon moyen de lancer notre Layer 5, donc notre, launchpad multi-asset? Oui, c'est un bon moyen d'offrir, ben, de montrer au monde, ben, qu'au moment le plus difficile probablement de l'histoire de la crypto, voire même de la finance, de faire une levée de fonds avec une communauté. Est-ce que c'est possible ou pas? Et comme on est en train d'y arriver, aujourd'hui on a un peu plus de 12 millions, je crois, qui a été investi. On se rend vite compte que finalement, que d'autres projets pourront le faire aussi. Donc ça sera un business, une ligne de business pour faire des partenariats avec d'autres sociétés qui pourront vraiment bien marcher. Donc je pense que c'était vraiment ces 3 différentes raisons et ce que tu as aussi dit bien sûr, bah, une startup a toujours besoin de funding. On a levé 50 millions en 2017, mais réellement c'était moins de 20 millions qu'on a dépensé parce que le marché perdu 90 sur ces cryptos à l'époque. On avait que USDT. USDT, c'était un moment un peu compliqué. Donc, c'était difficile à convertir à l'époque. Donc, on a hedgé le portefeuille, mais en tout, on a eu probablement dépensé moins de 20 millions. Donc, on a toujours été très, comme je dis toujours, très protestant par rapport à notre argent, même si on n'est pas religieux. On a toujours été très proche de notre argent et puis on ne sait pas de ce qui est l'avenir, comme tu as très bien dit. Donc, il faut toujours avoir un trésorier assez important. Et notre ligne de trésorerie, c'est toujours d'avoir un runway, donc avoir assez de capital
pour couvrir 24 mois. Ce qui est un peu beaucoup, mais c'est comme ça que nous, on aime bien dormir. Donc voilà, on avait besoin de lever ce capital aussi pour continuer à, comme tu disais, à construire, continuer aussi à automatiser énormément, de nos produits pour que la prochaine là, vraiment la prochaine bull market, cette fois, on prend pas 500 000 utilisateurs, on prend 5 millions d'utilisateurs. On essaie de fédérer le plus de grand nombre de personnes chez Swissborg et grâce aujourd'hui qu'on a quand même fait un faut pas faut oublier, 10 000 personnes qui participent dans un crowdfunding pour acheter de l'equity. Je crois que c'est quasiment du non-vu dans l'histoire du crowdfunding. J'ai regardé hier soir parce que je me suis posé la question s'il y a beaucoup d'autres sociétés qui l'ont fait. Bah, il faut Je regarder crois sur les sites spécialisés. Il y a des sites de crowdfunding spécialisés pour voir dans quel. Après, il y a des montants qui étaient minimum. Là, c'était 100 $ pour Swissborg. Enfin, c'est 100 $ pour Swissborg. Vous avez encore le temps, bien évidemment, d'y participer. Il faudrait regarder, ouais, d'ailleurs. Si je le trouve sur mais Internet, en je vous le fait, poste. pour en quoi, je crois qu'il y a quasiment personne. Alors il y a forcément une des meilleures bières que je bois aussi, mais j'ai jamais acheté leurs actions malheureusement, c'est, la bière Punk, qu'ils avaient réussi à faire ça là, Brewdog pardon Mhm. excusez-moi. Brewdog qu'ils ont levé à plusieurs fois, mais je crois que voilà, là on est en train de faire, on est en train de réécrire l'histoire, ce qui est génial et toutes les personnes qui ont participé font partie de cette histoire et c'est un chapitre qui est grandiose pour, ben, le monde de la Web3, mais le monde de la finance en général aussi et je sais que très souvent, quand je rencontre des blogueurs ou autres et quand je suis dans une conférence et je pose la question: qui connaît Swissborg? Lève la main. Qui a des CHSB? Lève la main. Qui a investi dans notre ICO? Et ceux qui lèvent la main, je vois le regard comme ils sont fiers. Parce que ça qui est génial dans le crowdfunding, c'est qu'en fait, la communauté devient vraiment propriétaire. Mm. Et c'est ça, ce statut que je reviens toujours au même sens, c'est vous devenez en fait propriétaire de la société, de la réussite. Et c'est grâce à des personnes comme toi et des personnes qui écoutent qui pourront changer le monde. Et moi, j'aurais été tellement fier si j'étais participateur de l'ICO d'Ethereum. Je sais que ça aurait changé ma vie. Peu importe ce que j'aurais mis, même si j'avais mis 100 balles. Alors, j'aurais mis 100 balles, j'aurais gagné beaucoup d'argent. Mais peu importe. Mais d'être en fait une personne qui a pu contribuer à ce succès-là, ben, pour certains, c'est très important. Et aujourd'hui, ben, ce qui est clair, c'est que ben, ça va dans un registre foncier, il va y avoir les noms de chaque personne, donc les petits-enfants et les petits-petits-enfants vont dire ben, mon arrière-grand-père a réussi à porter ça, ma grand-mère a réussi à porter ça. Et ça, c'est ce qui est assez intéressant, je trouve, dans le monde de la crypto. Et oui, les gens vont recevoir des NFT, des Soulboard tokens qui montreront qu'ils ont participé. Il y aura toujours des moyens d'avoir cette identité Web3 à travers Swissborg. Et c'est ça qui encore une fois, qui se manifeste le plus grand dans la pyramide de Maslow, c'est l'appartenance de pouvoir contrôler son futur, contrôler son patrimoine et son identité à travers le temps. Ouais. Merci pour ça. Très intéressant. Je reviens juste sur ce que tu as dit précédemment par rapport aux thématiques. Beaucoup en parlent, les thématiques, ça revient en boucle sur les thématiques, alors qu'on a juste une thématique aujourd'hui, avec quelques allocations, qui est revue toutes les 3 semaines. Il y en a plein qui vont probablement arriver, possibilité avec aussi des influenceurs et des utilisateurs de pouvoir créer leur propre thématique, la partager à ses copains, la partager à sa communauté, ça peut être super sympa, ça existe déjà vers d'autres échangeurs, Swissborg va le mettre en place. C'est pas, pour moi, c'est clairement pas l'effet waouh que j'attends par rapport à Swissborg. En fait, si je devais parler de Swissborg, c'est sur une forme de service ou d'applicatif qui est proposé, c'est pas là-dessus que je miserais. C'est plutôt sur Xborg. Xborg, pourquoi? Parce que tu as parlé juste avant de la crowdfunding avec les bières, etc. Mais il faut savoir que le crowdfunding a de façon exagérément fonctionné sur en fait les magazines, sur les livres, sur les mangas, etc. de dessinateurs et de personnes qui étaient un petit peu chacun de leur côté, qui ont mis une histoire sur Internet dans une société de crowdfunding et qui a reçu des milliers de donations pour pouvoir continuer l'histoire, à écrire l'histoire, etc. Et ça a révélé d'ailleurs pas mal de talents, pour le coup. Et c'est un petit peu ce que je revois au fond sur Swissborg, sur je pense un service, ou je ne sais pas si on peut appeler ça une thématique, mais un produit qui pour moi va être révolutionnaire, c'est Xborg. Parce qu'aujourd'hui, on rejoint de façon extrêmement précise le pourquoi de tout ce début en fait de discussion qu'on a eu ensemble par rapport à demain. Alors,
On parle pas mal sur la communauté, on parle de Cross the Edges par exemple, on parle de plein de petits... Il y a beaucoup de personnes qui jouent aux jeux Play to Earn, Axie Infinity, etc. Je trouve ça très intéressant. Je pense que c'est clairement pour toucher un public de jeunes, de passionnés, il faut en passer par le gaming, et le gaming n'a pas encore tout prouvé. Il y a eu la grande période DeFi, on pense, et beaucoup, et je pense personnellement, qu'on n'a pas encore connu tout l'émerveillement ou l'effervescence autour de la DeFi, entre la CeFi et la DeFi. Je pense que le gaming a aussi une partie, ou en tout cas un rôle à jouer. Je vais le reprendre très rapidement. En fait, je vais te poser une question simple, on ira droit au but. C'est, tu recrutes d'ailleurs pour ça, hein, s'il y a des gens qui sont intéressés, partez du principe que Xborg recrute des web designers, des senior web engineers, etc., ou spontanés, mais je sais aussi que c'est hyper atomisé au niveau de Swissborg, ça veut dire que vous avez des salariés qui sont partout dans le monde, en tout cas partout en Europe, c'est une certitude, donc si ça vous intéresse éventuellement, bah, n'hésitez pas à postuler, parce que généralement quand on lève de l'argent, c'est aussi pour recruter et pour accélérer le potentiel produit. Vous travaillez déjà avec pas mal de trucs. Vous travaillez avec Zilliqa, vous travaillez avec Immutable X, vous travaillez avec Ultra, Polygon, etc. Gala même, il me semble, que vous travaillez avec eux. Ça, c'est clairement le cheval de, pour moi, le cheval de bataille de la pénétration et de l'adoption de masse sur les 2 prochaines années. C'est clairement le gaming, avec l'e-sport, avec enfin tout ce qui tourne autour de ça. En somme, je comprends bien qu'il y a les launchpads chez Swissborg, les thématiques avec les cryptos, revenus passifs, bon père de famille, investissement, apprentissage, éducation de l'investissement. Il y a aussi une partie, entre guillemets, gaming, qui est poussée avec Xborg. En somme, est-ce que c'est le leitmotiv de Swissborg de relativement bien scinder, en fait, ces catégories-là, ou est-ce que c'est un petit peu de tout et on mettra toujours tout ensemble parce qu'on fait partie d'un écosystème global et il n'y aura pas cette volonté entre guillemets de scinder. Or, ce que je vois, c'est que Xborg est bien une entité à part entière puisqu'il a son propre site internet, etc. Or, tout le reste qui est sur Swissborg, les thématiques, l'investissement passif, le earn, etc., est sur Swissborg. Est-ce qu'il y a une volonté demain de reproduire ce type de thématique sur d'autres thématiques hormis le gaming? Ça, c'est la question. Est-ce que, éventuellement, tu peux nous apporter un petit peu plus de précision par rapport à ça? Ouais, complètement. Je pense que ce qui est très important chez Swissborg, c'est que, on le voit au sein aujourd'hui, on est plus de 200 employés. On sent que parfois, ben, c'est bien de passer peut-être les 6 premiers mois ou 1 an, 2 ans, 3 ans, d'être avec des plus grandes équipes. Mais après, quand on voit les opportunités, d'industrie, de marché et aussi on voit les opportunités d'entrepreneurs qui sont très forts, comme par exemple Louis, que c'est un bon cas, mais il y a aussi Aurélien, on en parlera juste après d'Edge Farm. On sent qu'il y a une volonté de dire: «Bon, ben, je veux faire partie de la famille, mais je veux construire, ma propre baraque et j'ai envie de voler de mes propres ailes». Toujours avec beaucoup d'amour qui est apporté par la maison mère et n'importe quel moment quand les choses se passent pas très bien, on sera toujours là et on est toujours, ouais, présent pour aider. Mais c'est clair qu'on a vu ça avec Xborg, la volonté d'avoir pour potentiellement gérer sa propre roadmap, de faire sa propre levée à travers ses NFT avec Prometheus et de faire ses launchpads et de grossir son écosystème tout en, ben, capturant déjà pas seulement la connaissance et la valeur de Swissborg, mais aussi la communauté qui va avec et Xbox, c'est clair que c'est un cas qui était, qui ouais, un bon succès et qu'on va continuer là les quelques mois qui vont arriver. Il y a des grosses news qui vont arriver avec Xborg et que ça soit Anthony ou moi-même, nous, on a toujours adoré, en fait, le GameFi parce que, pour ceux qui ne le savent pas forcément, le bitcoin, en fait, la première volée de pourquoi le bitcoin a vraiment grandi, c'est à cause des jeux vidéo. C'est ce qui se passait, c'est les fermes qui étaient organisées, en Asie, en Corée, au Japon, en Chine pour World of Warcraft. Beaucoup de ces personnes-là, ben, devaient s'échanger les bitcoins pour s'acheter les différents comptes. Et comme c'est un monde virtuel, bah, ça c'était clair. Donc Jesse Powell, le fondateur de Kraken, c'était son business, par exemple, à lui. Mais il y en a plein d'autres, en fait. Beaucoup des plus gros OG de crypto, en fait, ils jouaient à World of Warcraft, puis ils voulaient s'acheter, s'échanger, ben, des différents comptes des joueurs, et c'est avec des bitcoins. Donc on a toujours vu, puis le token, toute cette digitalisation, tout ça, ça s'est toujours vu dans les jeux vidéo et Web3. L'industrie de la web, l'industrie, pardon, du gaming ne fait qu'augmenter, qui est complètement fou, mais les utilisateurs sont esclaves, ce qui fait aucun sens. Donc on s'est toujours dit probablement la masse adoption des cryptos viendrait par les jeux vidéo
Et c'est pour ça qu'on s'est dit: «Bon, bah, viens, on va créer même quelque chose à part, on va essayer vraiment de grandir au maximum». Et de ce fait-là, ben, on a créé Xborg, qui est génial et aujourd'hui une équipe, qui est autonome, qui fait vraiment leur propre roadmap, qui construit et puis on essaie de les aider quand on peut, peu importe ce qu'ils veulent comme aide, on essaie de les aider. Et il y a aussi Edge Farm. Donc, Edge Farm, c'est vraiment de comment, ben, créer, des vols DeFi avec du risque customisé et ça, c'est aussi un projet qui est encore, un peu embryonnaire, mais qui est en train de lancer plein de différents vols. Je crois qu'il y a un troisième vol qui vient de sortir, je crois, hier et il y a plein de stratégies qui sont dedans, qui marchent assez bien. Donc, c'est aussi un projet donc purement DeFi celui-là et c'est le but, c'est de, ben, d'offrir des sortes de mandats autogérés dans la DeFi, en fait, de trouver les meilleurs yields, les meilleures pools cross-chain, donc multi-chain. Donc c'est quelque chose de vraiment intéressant aussi et il y aura probablement d'autres projets par la suite qui vont naître et qui vont aussi, ben, battre de leurs propres ailes. Donc on veut toujours continuer à innover et permettre en fait ouais, à des entrepreneurs qui sont chez Swissborg, qui se disent: «Bon OK, maintenant, je veux vraiment moi-même partir de mes propres ailes. Tu as un certain budget, tu vas pas avoir des super salaires, tu vas probablement galérer, tu vas devoir fundraiser, tu vas devoir, construire ta plateforme, mais on va tout faire pour t'aider et on va vraiment essayer d'en faire un grand succès». D'accord, donc Donc voilà. Xborg, c'est une entité à part entière, c'est une entité différente enfin Xborg différent de Swissborg, même si tout semble indiquer que ça fait partie de la même famille en réalité. Ouais, ça fait partie du même holding aussi, légalement, donc Tout est connecté. tout est En connecté, ouais, somme, toujours. investir aujourd'hui dans la série A, c'est investir dans Xborg. Et indirectement, ouais, exact, ouais. Parce que du coup, Sborg Parce que vous relevez en fait Sborg les capitaux SA, en directement depuis gros, le Sborg holding. Ouais. voilà, Sborg SA, c'est la holding. Les gens, ils investissent dans Swissborg Communauté, qui est une autre société qui détient les parts De la directement, holding. de Mhm. la holding et ensuite la holding derrière, en dessous, il y a je peux pas dire tous les noms, il y en a trop. Mais il y a toutes les activités, il y a toutes les différentes sociétés comme Swissborg Solutions, en Estonie et celle au Portugal, celle en Angleterre. Et ainsi de suite. Donc, toutes les structures sont détenues toujours par Swissborg SA, Sborg SA, pardon, excusez-moi. Parfait. Au moins, ça pouvait éventuellement faire partie d'une question d'un membre qui n'aurait pas été posée, mais au moins, ça mérite d'être extrêmement clair. En parlant de membres, on va parler question des membres. Et juste après, on fera quelque chose qui est unique dans le YouTube Sphere et que vous ne retrouverez jamais ailleurs et on clôturera la vidéo avec ça. Ce sera dans quelques minutes. Mais juste avant, question des membres. Je suis utilisateur de l'application Swissborg, j'ai environ 30% de mon capital crypto en CHSB, pardon. Donc je crois assez fortement au projet, mais j'ai pas investi dans la série A car j'ai pas une vision claire des conséquences fiscales pour les Français. Je pense que nous sommes plusieurs dans ce cas-là. Je vais y répondre personnellement, parce que pour le coup, en France, on peut assez facilement le savoir. Je vous donne une réponse précise et extrêmement claire. Il n'y a aucune réduction fiscale si on investit dans Swissborg, aucun crédit d'impôt si on investit dans Swissborg, pour une raison extrêmement simple, voire deux raisons extrêmement simples. La première, c'est que les Suisses ne font ni partie de l'Union Européenne, ni partie de l'Europe, ou de la zone euro. Au moins, ça mérite d'être clair. Et deux, c'est apparenté à une société financière. Donc, c'est une exception dans les investissements que vous pourrez faire éventuellement en start-up. Et si vous investissez en start-up, je crois que vous pouvez décrocher un crédit d'impôt 17% de votre investissement, hors avant son compte courant d'associé. C'est clairement 17% du capital que vous allez générer directement dans l'entreprise visée, généralement française ou Union européenne, mais qui font partie des exceptions. Et les exceptions, généralement, c'est tout ce qui est activité financière, gestion de patrimoine mobilier, immobilier, etc., etc., etc. Donc pas de crédit d'impôt et pas de réduction fiscale vis-à-vis de l'investissement série A. Maintenant, je le dis très souvent sur les rois du Bitcoin, dans 5, 10 ans, 15 ans, je vais dire une bêtise, vous avez mis 1000 balles et vous faites x40, et ben vous décrochez votre impôt dessus. Voilà, et généralement ce sera peut-être différent d'ici là avec Mika 1, Mika 2, Mika 3, Mika 4, etc. Mais jusqu'à preuve du contraire aujourd'hui c'est 30%. Voilà, vous prenez la flat tax, vous la déclarez comme suit, et on en reparlera bien sûr dans quelques années si vous le souhaitez, mais ce sera très proche de ça, je pense. Sauf si vous faites accompagner par un avocat fiscaliste ou un gestionnaire de patrimoine, et à ce moment-là ça ferait partie d'un tout. Mais si on reste terre à terre, en somme, je mets 1000 euros aujourd'hui parce que je peux me le permettre ou moins, et je fais x40 ou x50 dans les 6 prochaines années, et ben vous paierez très probablement les 30% de taxes sur la plus-value réalisée qui est quasiment 200%. Là, ce serait 92% à peu près. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça? Ah, d'ailleurs, vous avez
un forum, hein, directement sur Ouais, il y a un Swissborg Official. forum, le Discord channel Ouais. qui est là-dessus, mais il y a aussi, pardon, ouais, on a créé aussi un forum, je crois, sur le site internet dernièrement et puis, pour ceux qui Voilà, veulent c'est là. savoir pour les Suisses, en Suisse, on n'a pas de taxe là-dessus, donc c'est cool. Et pour les Belges, je suis pas vraiment sûr, quelqu'un me l'a dit pour les Belges, je me rappelle plus. Mais je me rappelle mais je crois pas qu'il y a des capital gains en Belgique non plus, si je me trompe pas. Mais, faut regarder. Faut voir ce qu'il en est pour les Belges. Voilà, donc pour la France, pas de crédit d'impôt, pas de réduction, et pour les Suisses, pas de tout ça non plus, mais pas d'impôt derrière lorsqu'on sort, entre guillemets, du capital. Ok, réponse parfaitement claire, merci pour ça. Deuxième question des membres. Est-il prévu de pouvoir mettre des ordres limites conditionnels d'achat des ventes, notamment comme sur les autres échangeurs, type Bybit, Binance, Coinbase, etc. En bref, c'est quand qu'elle sort l'application Swissborg Pro. Donc là, hier, on a non, pardon. Hier soir avec Anthony et mon frère Alex, on a fait une vidéo, on a parlé du DCA. Donc ça, c'est la prochaine, qui va sortir. Donc c'est comment vraiment moyenner à la baisse, vos achats et automatiser, avoir vraiment le fait d'avoir les bons réflexes pour rentrer dans une position dans laquelle vous voulez garder pour longtemps ou pas. Heu et les ordres limites, je pense, c'est la deuxième volée. Et je laisserai, Anthony en parler un peu plus. Je serai on va en parler au mois d'avril à notre town hall meeting, et puis peut-être d'ici là, on sortira quelques news. Mais c'est sur la roadmap, oui, bien sûr. Pas forcément dans les prochaines semaines, mais peut-être plutôt prochains mois, mais ça tend à arriver, de toute manière ça tend à se perfectionner. Mais l'idée même de faire un Coinbase Pro ou un Swissborg Pro pour les vrais traders, ça c'est pas d'ordre du jour. Moi j'ai essayé de le Avec des pousser. contrats futurs, avec du dérivatif, quand on aura toutes les régulations, avec des options, des puts, des calls, etc. Ça c'est pas, ça sort un peu de l'ADN de Swissborg finalement. Ça sort, je suis d'accord, ouais. Mais c'est vrai qu'une desktop version, version desktop, comme tout le monde sait très bien l'histoire de la desktop et ce que ça a été voté par la communauté. Et la communauté a voté à 50,5 pour la mobile et on a perdu 49,5 pour la desktop. On aura la desktop un jour, c'est certain. Après la pro, en tout cas pas tout de suite. Je sais qu'il y a une place énorme et énormément d'argent à se faire là-dessus, mais c'est pas forcément dans notre ADN, et aujourd'hui, on a déjà une roadmap très, très chargée, comme vous le savez bien. Donc, je pense que pas pour cette année en tout cas, c'est sûr. Ok, merci pour ça. Dernière question, la question un peu extraordinaire. J'avais vraiment envie de te la poser parce que finalement, tu as une approche très philosophique, très bienveillante. Tu correspondrais d'ailleurs parfaitement à un membre de la communauté des rois, hein, sans aucun problème et sans aucun doute. J'aimerais te poser cette question juste avant. Je voulais proposer ça à la communauté, comme je l'ai noté, je viens de le lire, je l'ai sous les yeux. Vous avez aussi un site avec des goodies, et on peut éventuellement en acheter. Je trouvais ça très sympa, hein, officiel, etc. Shop Swissborg, vous pouvez acheter des polos, des t-shirts, etc. On a l'habitude de faire un petit giveaway très souvent dans les rois du Bitcoin. On peut le faire en fait directement sur Swissborg. Je vous offre 150 $, non 150 €, ouais, voilà, c'est 150 € en bon d'achat si vous voulez directement sur l'application Swissborg Shop ou directement sur le site Swissborg Shop. Donc si vous voulez un pull noir, bleu, mettez votre taille, etc. Ça avec grand plaisir de vous l'offrir. Seule condition, mettez-moi dans les commentaires de la vidéo directement le prix exact au millième de centime près. Actuellement, c'est 0,24600, je pense, 2 au niveau du prix du token CACHB pour la clôture weekly, donc dimanche soir, tout simplement. Donc actuellement, on est exactement sur 0,2147. Je prendrai directement sur l'échangeur. Ah ben non, je vais le prendre là d'ailleurs. Voilà, sur CoinMarketCap, donnez-moi en fait la clôture weekly directement, donc 0,2186 pour la clôture weekly. Voilà pour ça, je trouvais ça sympa de le faire parce que je suis tombé dessus tout à l'heure, je me dis mais c'est quand même sympa ces petits trucs shop. Et puis Cyrus. Ouais. pour ceux qui veulent, si jamais à chaque fois, c'est le cas tout à l'heure, si vous passez au bureau, tout est gratuit. Donc, le shop, le plus cool, c'est celui à Lausanne. Vous venez, vous avez pas besoin de rendez-vous, vous sonnez à la porte, vous montrez l'application et en fonction de votre premium tiers, vous avez tout ce que vous voulez gratuit. Formidable. C'est lancé, donc soyez nombreux et faites une petite photo, partagez dans le Discord si vous passez voir Cyrus potentiellement Ouais. ensuite ou Anthony directement à Lausanne.
Avec grand plaisir. Lausanne, d'ailleurs, je le rappelle, c'est un petit peu le centre technique ou technologique de tous les infographistes, de tout le web, entre guillemets, les designers, les web designers, les data scientists, etc., sont à Lausanne. Donc, c'est pas pour rien que Swissborg est à Lausanne. Hein. C'est clairement le centre névralgique, si vous voulez, technologique de la Suisse, Et pour ceux qui ne le savaient pas. et le langage dans lequel toute l'application, le back-end, le langage donc en général il y a différents langages, mais le back-end, donc toute la réflexion comme elle est construite, si vous voulez, de Swissborg, l'intelligence qui est derrière, le langage de programmation, c'est du Scala et le Scala, c'est aussi ça vient de Lausanne, de l'EPFL, notre école polytechnique, donc c'est pour ça aussi qu'on a plein d'ingénieurs qui sont, super smart ici à Lausanne. Voilà. Et vous en avez d'ailleurs plus de la moitié, je crois, dans vos équipes. C'est 150 tech à peu près, ou 140 tech sur 250 personnes ou 230 personnes. C'est plutôt pas mal. On espère que vous aurez beaucoup d'embauches hein, suite à ces diverses levées de fonds qui, pour le moment, seront successives. Parce qu'aujourd'hui, on aimerait bien voir un Swissborg avec 2000 salariés. Pourquoi pas? Je vais poser cette question, je l'avais posée à Anthony. Je trouvais ça très intéressant. Je vais aller beaucoup plus loin avec toi, Cyrus, si tu me le permets. Je vais être honnête avec toi, c'est toujours très délicat et c'est très difficile de répondre à cette question. C'est une question profonde psychologique. Je pense qu'on ne l'a probablement jamais posée. Tu as pris le temps tout à l'heure de rappeler en fait la pyramide de Maslow avec les 5 piliers de la pyramide de Maslow. On a tendance à le rappeler aussi dans la vidéo des rois du Bitcoin, vous savez, ces fameux besoins physiologiques, besoin de sécurité avec un travail, manger, boire, etc. Le besoin d'appartenance, ou aussi amour, de créer une famille, d'avoir une concubine ou un concubin, d'avoir des groupes communautés, des relations sociales. Après, vous avez le besoin d'estime, c'est un peu plus haut, avec la reconnaissance, notamment la reconnaissance dans votre travail, la réussite professionnelle, le respect que vous avez pour vous-même et pour les autres. Et vous avez le dernier palier de la pyramide de Maslow qui s'appelle le besoin d'accomplissement ou l'estime de soi, si vous voulez. C'est clairement, exprimer son plein potentiel, sa créativité, réaliser ses rêves, ses désirs, etc. Bah moi, aujourd'hui, j'ai envie d'en faire un 6e. Et ce 6e, pour moi, ce sera la consécration ultime. La consécration ultime. Et en fait, c'est une règle psychologique. Peu, en fait, arrivent à la 7e question. Généralement, on s'arrête à la 4e, 5e. Si vous voulez jouer, si vous voulez réaliser cette expérience, c'est une expérience psychologique presque sociale, si on veut. L'idée, c'est de connaître le vrai visage du fondateur. C'est ça un petit peu la question, si tu veux. Et, j'ai posé cette question à Anthony, il m'a répondu sur le premier niveau. Nous, on va essayer d'aller jusqu'au 7e. Anthony, son rêve ultime, sa consécration ultime, c'est de lever 1 milliard de dollars. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on avait titré la petite vidéo La question à 1 milliard de dollars. Le but d'Anthony, c'est lever 1 milliard de dollars, to the moon, la boîte est valorisée 20 ou 30 milliards, pas de problème avec ça, et on peut aller très très loin dans ce sens-là. Est-ce que toi, tu n'es pas obligé de le faire, hein, pour le coup, mais ça peut être très intéressant, si vous voulez le faire avec nous, prenez juste un papier, la seule règle, c'est que vous n'avez pas le droit de répondre à la question par la réponse précédente. C'est la seule règle. En somme, si je te pose une question et que tu me réponds, tu n'as pas le droit de répondre à la question suivante avec la réponse précédente, tout simplement. C'est quoi pour toi ta consécration ultime? Bah, pour rester sur le milliard, c'est d'avoir 1 milliard d'utilisateurs qui arrivent vraiment à créer leur identité digitale et devenir, gérer leur patrimoine de façon la plus sécure, simple et la plus ludique possible, ouais. Alors, pourquoi tu as envie aujourd'hui de créer une communauté de plus de 1 milliard de personnes qui permet d'être le plus sécure et d'avoir un maximum de possibilités? Pourquoi avoir envie de créer cette communauté d'1 milliard de personnes? Parce que je pense que jusqu'à aujourd'hui, en fait, il y a très peu de personnes qui investissent. Genre, mis à part l'immobilier, il y a moins de 20 des personnes, même dans les pays développés, qui investissent. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'accroissement, le pardon, le gender pas le gender gap, le wealth gap, donc le gap qu'il y a entre les riches et les pauvres ne fait que s'agrandir. Et si ça continue comme ça, on va avoir une élite qui va devenir, ben, de plus en plus riche et les gens, ils vont devenir de plus en plus pauvres. Donc en gros, on va centraliser le pouvoir, en fait et c'est ça qui devient, en fait, un danger assez important dans la société, je trouve. Et pourquoi tu penses que c'est un danger d'avoir des gens de plus en plus riches et des pauvres de plus en plus pauvres et pourquoi en fait ça t'inquiète? Parce que l'être humain, en fait, il a une tendance, très souvent, quand il a trop de pouvoir ben, d'en abuser, en fait. Ça arrive assez souvent, en fait. On le voit, que le Machiavel, ben, prend la tournure et de ce fait-là, ouais, fait que le monde, ben, va seulement dans son sens et son sens, c'est probablement
que bon pour sa propre image. Et pourquoi toi tu penses que le bon sens c'est justement de pas aller dans sa propre image? Parce qu'en fait, je pense que l'être humain, on vit aujourd'hui dans un écosystème et cet écosystème, il est rempli de plein d'êtres et ces êtres, en fait, ont tous droit, finalement, de donner leur avis. Parce que la planète Terre appartient pas à une personne, elle appartient pas à une espèce. Elle appartient à un écosystème, en fait, qui est détenu par tous les êtres qui sont dessus, en fait. Et pourquoi tu penses que c'est bon que tous les êtres soient au même niveau, avec la même égalité, la même souveraineté, la même chose? Pourquoi tu penses que c'est nécessaire? En quoi c'est important pour toi? Parce qu'on se rend compte qu'on finalement, on prend des décisions pour les autres et en prenant des décisions pour les autres, on est à finalement à nuire à beaucoup d'industries, à nuire à des animaux, à nuire à la planète, juste pour, privilégier, ses idées, son idéologie, et sa façon d'être. Et toi, qu'est-ce que tu penses faire pour justement changer ça? Bah, le but, c'est de décentraliser le pouvoir. C'est vraiment de permettre, encore une fois, de permettre à plus grand nombre de personnes de fédérer une communauté et cette communauté puisse investir dans son futur et non pas donner ça à des banques ou à des sociétés ou à des ou à juste à très peu de personnes d'investir dans ce qu'eux, ils veulent voir réussir, en fait. Et c'est ça le plus grand problème qu'on va avoir dans le 21e siècle, c'est de se permettre de se connecter directement à influencer, en fait, le monde. Et c'est pour ça que j'aime bien, j'adore l'idée des influenceurs. Il y a plein de gens qui trouvent ça nul. Moi, je préfère 40 fois mieux un influenceur que la télé. Parce que la télé, derrière, il y a un agenda politique, il y a un agenda social, il y a un agenda religieux. Derrière un influenceur, il y a rien. Le gars, il fait ce qu'il veut. Il fait si c'est pas intéressant, bah, les gens ils vont pas l'écouter. Si c'est intéressant, tant mieux pour lui, quoi, finalement. Et en tout cas, ça lui permet, lui, d'avoir son propre agenda et s'il y a il y a plein d'influenceurs, peu importe qu'on va apporter ces influenceurs, peuvent contribuer à finalement à créer toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Merci, on arrive à la 7e question. Dès lors, on a notre conclusion. Toi, t'es quelqu'un qui veut changer le monde. Généralement, t'es quelqu'un de très humain, très humaniste, t'as envie de rendre plus d'égalité. Et pour Cyrus, ça veut dire quoi changer le monde? J'ai vécu longtemps aux États-Unis, longtemps en France, je suis passé par les pays de l'Est et j'ai fait pas mal de voyages à droite à gauche, mais c'est surtout ces 3 pays qui m'ont fait grandir jusqu'à 25 ans. Et quand je suis arrivé en Suisse, je me suis rendu compte d'un truc. En fait, la Suisse, c'est un pays qui, peu de personnes connaissent vraiment. C'est un pays vachement intéressant parce que c'est un complètement un pays qui est complètement décentralisé, où le pouvoir de chacun est de dire: «Ben, tu as le pouvoir, en fait», tout simplement. Et en fait, c'est très différent des autres pays où tu dis: «Ah, je dois élire cette personne, qui va élire cette personne, qui va créer cette loi, qui va voter ce budget». Et le but, en fait, de toute la Web3, c'est un peu de rendre le monde de rendre la démocratie directe que tu as en Suisse à travers différents protocoles. Et à chaque fois, je parle avec mes potes de Web3 Foundation, Cardano, peu importe, on arrive toujours au même sujet. À la fin, on essaie de répliquer ce que la Suisse a très bien fait. Il y a plein de trucs que la Suisse a raté, hein, que je sois juste clair. La Suisse n'a pas tout bien réussi, mais ils ont réussi en fait à faire que tu délègues pas ton pouvoir. Le pouvoir va aux citoyens. Il arrive à contribuer par rapport à ça. Il peut permettre avoir un dialogue et de créer ses propres lois. Et je pense que c'est ça qui est assez intéressant et c'est pour la raison pour laquelle il y a jamais eu de guerre et jamais eu de crise parce que personne peut décider qu'il y a une crise ou qu'il y a une guerre en Suisse. Ça arrive pas parce que c'est le peuple qui doit dire: «Bah, est-ce qu'on part en guerre ou pas?» et forcément le peuple va dire non. Donc c'est ça que j'aime bien, c'est de distribuer le pouvoir de façon démocratique et de créer une sorte de méritocratie où, je suis pas un gars qui est complètement socialiste, hein. Je suis 100 pur pour la liberté d'échange d'informations, mais aussi de capital. Ça, c'est clair, mais qu'il y a une méritocratie derrière. Donc si quelqu'un contribue énormément, bah, c'est normal qu'elle a un reward qui est important aussi, et permettre que n'importe quelle personne, peu importe de sa couleur de peau, peu importe d'où il vient, il a le droit de s'échanger ses cryptos, ses bitcoins. Mon père, c'est en Iran, j'ai le droit de les envoyer mes USDC, mes Ether, mes CHSB, peu importe. Et puis si lui, il veut les transmettre à qui il veut, il peut le faire avec ce qu'il veut avec.
et c'est ça qui rend le monde meilleur, en fait. C'est pas de créer ces faux clubs d'investisseurs, on est juste 3 et on essaie de décider, qu'est-ce qui va être le monde, si ça va être bleu, vert, rouge, mais de laisser l'être humain, en fait, se permettre de choisir la meilleure couleur qu'elle pense, et je pense qu'un peu ce funraise, ça revient à ça, c'est dire, je sais pas, à Paris, là, l'autre jour, et il y en a presque un qui m'a fait pleurer, quoi, parce que je suis rentré après en avion. Non, je suis rentré après en train à Bruxelles. Puis je pensais à ce gars, j'arrêtais pas de penser à ce gars. Je me rappelle plus comment il s'appelle, désolé si je me rappelle plus de ton prénom. Mais il a dit: «Moi, je suis pas un crypto guy, je suis un boulanger, mais j'ai participé dans l'ICO». Alors tout le monde l'a regardé en disant: «C'est pas un crypto guy», mais il y a 5 ans, il avait déjà des cryptos. Il dit: «Ouais, moi je comprends pas trop, je suis pas technique comme vous, mais moi j'y crois en Swissborg, j'ai toujours cru. Grâce à vous, j'ai fait beaucoup d'argent, grâce à vous, j'ai même réussi à faire ma boulangerie, tout ça». Je suis: «Ah putain, c'est super cool et tout», et puis là, il m'a envoyé un message sur Twitter, l'autre jour, ou un autre, ou sur Discord, je sais plus. Il m'a envoyé juste pour dire, «Voilà, j'ai mis beaucoup de mes économies dans la série A, j'ai mis 1 500 €, je sais que pour toi probablement c'est rien, et pour moi c'est un game changer», et c'est en fait, c'est grâce à ces personnes-là où je me dis: pas seulement on est sur la bonne voie, mais on est avec les bonnes personnes, et c'est cette foi, en fait, que les gens te donnent, te permettent, en fait, de continuer ta mission, à dire, ben, peu importe des cycles dans lesquels tu es, peu importe des cartes qu'on va te donner, tu vas réussir finalement à créer quelque chose d'incroyable, et c'est grâce à cette communauté-là, donc ça résume un peu le pourquoi du comment, et qu'est-ce qui me rend aussi amoureux, qu'est-ce qui fait que j'alloue autant de temps, et qu'est-ce qui fait que j'alloue autant d'argent dans Swissborg? Ben, c'est tout l'amour que je reçois de l'autre côté, en fait, ouais. Cyrus, merci infiniment pour ça. L'exercice est terminé. Merci Merci. infiniment pour ton temps. Je rappelle que cette fameuse loi des 7, ce qu'on appelle les 7 pourquoi, c'est un chiffre d'or, hein, les 7 familles, les 7 merveilles du monde, etc. Je rappelle un petit peu la didactique. En réalité, les 5 premières réponses sont généralement rationnelles. Les 2 dernières sont généralement émotionnelles. C'est très difficile de répondre aux 2 dernières, puisque ça touche l'être profond. En somme, l'argent, lever des milliards, c'est un moyen. Le résultat, la finalité et la vision derrière, c'est de changer le monde et de le rendre peut-être plus égalitaire, plus démocratique. C'est ça, en fait, ta consécration ultime. C'est souvent des grands visionnaires, un petit peu, on peut comparer à plein d'autres entrepreneurs qui ont cette vision-là. J'ai déjà rencontré des gens qui avaient cette vision-là. On a parfois l'impression que c'est trop beau, que c'est trop grand ou que c'est impossible. Et finalement, c'est ceux qu'on retrouve quelques années plus tard et qu'on se dit « oui, mais j'y étais et je le savais ». Et j'ai déjà vécu cette situation. Et c'est bien évidemment, en tout cas, j'espère que ça vous a plu au niveau de cette approche peut-être moins rationnelle, mais plus émotionnelle, pour peut-être vous inviter, pourquoi pas, hein, comme je veux le faire avec un risque management extrêmement serré, sans pour autant mettre all-in dans la série A. Évidemment que ne mettez jamais tous vos œufs dans le même panier. Je Non. vous ne préconiserai jamais de faire ça. Cyrus, on s'arrête là-dessus. Est-ce que tu as éventuellement une question ou est-ce que tu souhaites peut-être donner le mot de la fin et on s'arrêtera là-dessus? Question pour toi. Qu'est-ce qui t'intrigue le plus dans la crypto? C'est la finance, c'est l'argent qui a l'instrumentalisation de la finance qui est derrière, la monétisation, la technologie, les produits, ou le côté social et philosophique? Ah, 3 choix. C'est arithmétique. Ok. Soit l'argent, soit la philosophie, soit la technicité ou Ouais, la technologie, les la produits, technologie. ouais. Ouais. Alors je vais répondre de façon extrêmement honnête parce que j'ai senti que tu étais très honnête tout au long de cet échange et je te remercie encore 1000 fois. Technologie, non. Pas du tout, puisque je pense qu'on est au début de rien. Et ceux aujourd'hui qui misent sur la technologie, c'est un risque qui est énorme. Voilà, c'est très difficile en réalité de pouvoir tenir par rapport au mouvement de marché, à la volatilité des marchés. Et là, je renverrai en fait à ma stratégie des 4 rois qui permet en fait de prendre des profits lorsqu'ils se présentent et de réinvestir dans des mouvements bas de marché. Vous reprenez la cyclicité des airs.com, c'est exactement la même chose. Donc pour la technique, non, parce que peut-être qu'il n'y aura pas le même visage aujourd'hui de la technologie blockchain par rapport à ce qu'on va le faire en fait dans les 10 ou 20 prochaines années. Aujourd'hui, qui pouvait dire dans les années 2000 que Google serait Google, que Facebook serait... Personne ne parlait de réseaux sociaux à l'époque, personne ne parlait de Netflix à l'époque, personne ne pensait avoir des vidéos sur un ordinateur ou sur un smartphone, ça n'existait pas. Donc c'est très difficile aujourd'hui de venir par rapport à la technologie. Soit on la crée, mais difficile de la vivre. Philosophiquement,
Absolument pas non plus. Pourquoi ? Parce que je suis arrivé trop tard. On le savait qu'en 2014-2013, on commençait déjà à en parler à la télévision de Bitcoin. Donc si je venais pour la philosophie par rapport à cette description vis-à-vis de ce que j'appelle les anarchistes de la technologie blockchain, j'y serais depuis beaucoup plus longtemps. Or, j'ai commencé par la finance traditionnelle et pour moi, il y a encore 6 ans, 7 ans en arrière, le Bitcoin, c'était une arnaque. C'était un scam, c'était un Ponzi. Dès lors, je suis ici pour l'argent. Et ce cycle-là, c'est depuis que j'ai mis les pieds dans la crypto, c'est clairement pour monter un patrimoine et un capital d'investissement pour demain, peut-être faire d'autres choses de cet argent. Donc, pour ma part, je suis là essentiellement, en tout cas le premier pilier, pour l'argent. Mais peut-être que demain, ça changera. La philosophie, on la constatera. La technologie, on s'en rappellera. L'argent, autant l'avoir maintenant et l'investir prudemment, de façon rationnelle. Voilà pour ma part. J'espère que je t'ai pas déçu. Non, pas du tout, non, c'était génial et puis je pense à un bon moment pour clôture. Donc vraiment mille merci à toi, merci à la communauté francophone. C'était vraiment un grand plaisir. C'était un des rares, ce qui était bien, j'étais un peu fatigué pour être honnête. Je crois que j'ai mangé un peu de viande, je mange pas de viande à midi. Ça m'a un peu fatigué au début. Du coup, ça m'a réveillé, puis c'était vraiment intéressant comme talk. Donc j'espère que ça va plaire à un grand monde. J'espère en tout cas qu'on aura apporté un maximum de valeur à la communauté. Si vous avez la moindre question, rendez-vous dans le Discord. Si vous souhaitez participer à cette série A, toutes les informations seront directement retranscrites dans le Discord des droits du marché. Sinon, vous avez mon mail, si vous voulez éventuellement mon mail, et vous aurez potentiellement aussi le mail de Joseph, qui s'occupe de la communauté, notamment sur le Discord, et qui est très actif, et je lui en remercie. On travaillera ensemble et on se reverra, j'espère, Cyrus, dans les prochains mois. Anthony, pareil, qui n'a malheureusement pas pu être là aujourd'hui, mais on se reverra dans quelques mois éventuellement pour parler de cette série et de sa finalité et des prochains projets par rapport à Swissborg. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao. Ciao.